Des fois, tu vas peut-être faire des dépassements ou des moves que quand tu n'as pas d'enfant, tu ne le feras pas. Puis quand tu as un enfant, tu as comme toujours une pensée, hey, si je tombe, si je fais ça, c'est dangereux, je peux peut-être me blesser. Tu sais, quand tu commences à avoir tes règles pour la première fois, on dirait que la femme, elle gonfle un peu. Un peu, là. Ouais. Moi, j'ai bien gonflé, là. C'est un commentaire qui peut littéralement te jouer dans la tête. C'est marquant, moi aussi. Je me souviens exactement, j'étais assis comment, dans quelle salle, il y avait qui. Tout ce qu'il y avait à prendre une décision par rapport à soit moi, soit François, mais lui se retirait. Hey, party let's fucking go, mes petits minous! Re-bienvenue sur le podcast le plus profond au Québec, Entre elle et lui, disponible à chaque lundi 18h. Aujourd'hui, on a fait un des podcasts les plus pertinents, les plus le fun, les plus enrichissants qu'on a fait entre elle et lui. Tout d'abord, j'ai ma co-animatrice à ma gauche. Comment tu vas, Marie? Ça va bien, vraiment, vraiment bien. Ça a été un super beau podcast aujourd'hui. Je pense qu'il te manquait un mot dans la description et c'est inspirant. Et c'est ce que ce fut. Ben c'est vrai, très inspirant parce qu'on a parlé après ça off-cam. On a reçu Charles Hamelin, multiples fois médaillé olympique. On a reçu aussi Marjorie, qui est une athlète de haut niveau qui pousse, tu sais, elle a juste 23 ans, puis elle aspire aux grands honneurs. Fait que ça a été très intéressant d'avoir quelqu'un qui a réussi maintes et maintes fois, maintenant retraitée, et une elle athlète... aussi est allée aux Olympiques même, là. Oui, c'est ça, mais tu sais, Une c'est athlète comme... de grand niveau, là. Exactement, comme je viens de dire. Fait que ça a été inspirant de voir les deux mentalités, homme-femme. On a parlé off-cam avec Charles Hamelin, puis il est très inspirant parce qu'il n'y avait pas ce don-là d'être un bon patineur au début. Puis c'est ça qui nous parle sur le podcast. Ouais. Son frère, lui, avait le talent, mais c'est Charles qui est devenu l'athlète comme le plus... il y a 6 médailles, en fait. Je pense 4 d'or, 1 de bronze puis 1 d'argent, si je me trompe pas. Fait qu'il a été ultra médaillé. Il a fait quoi, 5 Jeux Olympiques? 6 Jeux Olympiques? Combien? 5 Jeux Olympiques. 5 Jeux Olympiques. Exactement. Fait que, mais oui, effectivement, il parlait de persévérance. Il parlait, tu sais, on a vraiment abordé des beaux sujets aujourd'hui. On a été vraiment, oui, dans le sport, mais aussi dans ce que ça peut amener dans ta vie personnelle aussi, le sport. D'être un athlète de ce niveau-là, là, ça te prend toute une discipline. Là. Exactement. C'est très intéressant aussi parce qu'on a reçu des sports où ce que ça implique une mixité entre les hommes et les femmes. Il n'y en a pas beaucoup de sports de même. On pensait à ça, puis il y a le patinage artistique où ils dansent ensemble, ils font du solo aussi, mais Marjorie a fait de la danse, oui. De la danse, un duo. Puis aussi Charles Hamelin qui a fait des relais. Des relais mix, merci. Fait qu'on a pu aussi décortiquer ça. Les deux ont été en couple avec ou sont en couple avec des athlètes. Fait que c'est une réalité, je pense, qui est quand même intéressante à savoir. Puis aussi, ce qui a été le plus intéressant, je pense, là-dedans, ça a été de voir l'athlète en elle-même, homme-femme, qu'est-ce que ça peut apporter. Ultra inspirant comme podcast. Encore une fois, moi, j'ai adoré ma conversation avec eux. Puis d'avoir accès à cette réalité-là. Tu sais, c'est, comme Charles le disait, tu sais, c'est le 1% du 1%. Tu sais, il y a très peu de gens qui vivent cette réalité-là. Fait que c'était le fun de pouvoir jaser avec eux autres. Et aussi, on a fait un segment Patreon, une bonne grosse demi-heure. Tu veux pas manquer ça, viens nous rejoindre sur Patreon. On a parlé de plein de sujets intéressants. C'est la meilleure façon de nous encourager. Ça nous fait chaud à notre cœur. Qui dit chaud, dit Pizza Salvatore. La meilleure pizza au Québec. 75 succursales dans toute la province. Va sur l'application, t'as un menu complet. T'as des ailes de poulet. Il y a des bouchées mac and cheese free. C'est un banger. Yum. Avec le code Elle et lui 15, t'as 15% de rabais sur tout le menu. En entièreté, ils font de la livraison. Il y a aussi les applications de livraison DoorDash, Skiplicious, Uber Eats. Fait que tu peux pas manquer ça. À ton prochain party, commande-toi la pizza Salvatore pendant que Anne-Marie nous explique la mission du podcast Entre elle et lui. Disponible à chaque lundi 18h. Je vais me prendre une délicieuse pointe de la pizza Salvatore. La mission du podcast, c'est de mettre de l'avant les différentes perspectives entre les hommes et les femmes parce qu'on a été socialisés différemment. Donc, à travers différentes thématiques, on se partage nos perceptions. Oh yeah! Et dans ce podcast, on a bien rempli notre mission parce qu'on a eu un athlète femme, on a eu un athlète homme et ils font des choses ensemble, pas eux, mais dans leur sport respectif. Donc, tu veux pas manquer ça? Viens nous rejoindre sur Patreon. On drop le jingle puis on se revoit à l'autre bord, mon petit mignon.
Hey, welcome back, mes petits minous. Bienvenue sur le podcast le plus profond au Québec. Aujourd'hui, on a un podcast très, très intéressant avec des athlètes de haute performance, Marjorie Lajoie et Charles Hamelin. Bonjour, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va bien, merci. Ça va Number bien, one. merci. Aujourd'hui, on va parler des différences hommes-femmes, mais dans le sport, on a deux sports où c'est très rare que les gars, les hommes et les femmes se mixent. Dans le patinage artistique, c'est évident que c'est aussi solo, hein, le patinage artistique. Oui, il y a du simple, de la paire, de la danse, donc. C'est ça. Puis aussi dans le patinage de vitesse, où il y a le relais mix. Exact. Fait qu'on va pouvoir en discuter longuement. Anne-Marie, comment tu vas, toi? Ça va bien, je suis vraiment excitée que vous soyez là aujourd'hui. Merci d'avoir accepté l'invitation. Ça C'est fait vraiment plaisir. Yes, on va y aller avec les présentations KSMI afin de savoir qui ils sont, qu'est-ce qu'ils ont gagné, puis qu'est-ce qu'ils ont mangé pour souper. KSMIdesign.ca avec le code promo elle et lui, 10% de rabais sur tout, mon petit minou. Ça protège ton téléphone, ton ordi. Aussi, ils ont des batteries rechargeables. Va sur ça, plus de 800 designs pour... tu vas trouver ça, c'est sûr. Donc, à tour de rôle, on va y aller. Ladies first. Marjorie, on t'écoute. Oui, donc moi, je m'appelle Marjorie Lajoie. Je patine avec mon partenaire Zachary Laga depuis plus de 12 ans. On a été champion du monde junior, vice-champion canadien, puis on est allé à nos premiers Jeux olympiques à Beijing. Félicitations. Fait que... future championne. Je veux pas te mettre de pression, mais on te le souhaite. Ce serait le Elle revient de la fun. Chine, là, elle a fini deuxième. En fait, les Canadiens ont fini 1 et 2 là, à la compétition de la Chine. Donc, Oh, ouais. une petite médaille Très d'argent. nice. Ça, c'était les mondiaux? Non, c'était un Grand Prix, puis là, on repart en finale Grand Prix. Dans deux jours, je repars en Chine. Donc, OK. ça s'en vient. Pas trop de jet lag? Oui, très jet Ça lag. Puis doit. là, je repars là-bas. Donc, je suis toute mélangée, mais je suis très contente d'être ici. Très nice. Merci d'être là. Ça fait plaisir. Toi, mon Charles? Moi, j'ai fait 5 Jeux olympiques, Turin, Vancouver, Sochi, Pyeongchang et puis Beijing. 6 médailles olympiques, 4 d'or, 1 d'argent, 1 de bronze. Et puis, j'ai 42 médailles au championnat du monde et 143 médailles en Coupe du monde. Tellement ouais. En 20 inspirant. ans. Tu fais quoi avec tes médailles, mettons, Ils sont dans des boîtes. dans des boîtes? Les Olympiques sont sur une tablette dans la cuisine. Là. On a des portes fermées en verre sont là, mais tous les autres médailles sont dans les boîtes. Ils ont été entreposés. Ça se mérite un petit cadeau, ça, là. Ça se mérite au moins un petit case de téléphone. Merci beaucoup. Et voilà. Yeah. Vous pouvez déballer ça Oui, on rapidement. déballe, d'accord. Yes. KSMIdesign.ca avec le code promo elle et lui, 10% de rabais sur tout. Merci. Ça fait plaisir. Vous allez pouvoir amener vos téléphones en toute sécurité jusqu'en Chine. Yes, merci. Merci beaucoup. Merci. Bienvenue. Je trouve ça vraiment, vos parcours vraiment impressionnants. Puis j'aimerais ça qu'on parte un peu du début, juste pour situer les gens un peu sur vos passions respectives. Peut-être nous expliquer un peu comment ça a commencé tout ça. Tu sais, avant de se rendre là où vous êtes rendu, il y a eu un début. Ça part d'où, toi, ta passion? Moi, premièrement, mes parents sont vraiment pro-choix dans le sens que ça vient vraiment de moi. Tu sais, des fois, on commence jeune, puis c'est les parents qui décident, tu sais, pour toi quel sport ils veulent que tu fasses. Moi, c'est vraiment, j'avais comme 4 ans, puis ils m'ont mis sur la glace, puis j'ai tout de suite tombé en amour avec la glace. Là, je voulais pas que mon père me touche, je voulais patiner toute seule. Fait que je sais pas si c'est semblable à toi, mais vraiment, moi, ça a parti de moi, mon amour pour le patin. Puis de 4 ans à maintenant, j'ai jamais arrêté. Est-ce que tu avais vu, parce que je mets en contexte, moi j'ai fait de la gymnastique pendant très longtemps aussi, puis moi j'avais vu ça aux Olympiques, puis j'avais dit à ma mère, moi je veux faire ça. Ouais. Fait que ça avait été comme j'étais tombée en amour avec le sport avant même de l'essayer. Est-ce que toi ça a été comme, t'avais vu des gens patiner ou t'avais-tu... Ouais, j'entends souvent ça, comme j'ai vu où mon frère faisait ça, ma soeur. Moi, c'est vraiment, je pense que j'ai juste aimé le feeling de glisser sur une glace. J'ai pas de souvenir d'avoir vu quelqu'un m'inspirer de faire ça ou personne dans ma famille fait du patin. Donc, ouais, c'est vraiment venu, je pense, le feeling de la glace. Ouais. De ton côté? Moi, c'est mon. Moi, je suis le plus vieux de la famille. On est trois garçons. Puis c'est François, le milieu, a commencé le patin. Puis c'est lui qui m'a initié un peu au patin.
la famille au complet, parce que mon père est devenu entraîneur, directeur du programme au Canada. Et puis le plus jeune aussi a embarqué dans le patin. Il a arrêté plus jeune, mais c'est lui qui a initié la famille dans le patin de vitesse. Puis, un peu comme toi, embarquer sur la glace, mon but, c'était de savoir croiser. Je ne savais pas croiser quand j'ai commencé mais je savais patiner. On aime beaucoup patiner à l'extérieur, sur des lacs, sur des patinoires extérieurs, mais je ne savais pas croiser. Donc, j'allais là pour apprendre à croiser. Puis, j'étais comme, j'ai des amis qui vont au hockey. Fait éventuellement, peut-être que je vais aller patiner, jouer au hockey avec eux autres. Finalement, j'ai tellement aimé la vibe avec l'équipe de Sainte-Julie, où j'ai commencé à patiner. Puis justement, le feeling de la glace, de glisser, d'arriver dans le virage, de sentir le vent, ça m'a tellement frappé. J'ai tellement trouvé ça le fun que on n'a jamais arrêté de patiner. Puis mon frère a fait 3 Olympiques avec moi. Mon père était sur l'équipe. Il était le directeur de l'équipe pendant 12 ans. Donc, on a fait un trajet là, dans le courte piste là, au Canada pendant quasiment 2 décennies. Puis c'est quoi d'aller aux Olympiques avec son frère? C'est quelque chose de spécial. Personnellement, tu as l'objectif d'aller aux Olympiques. Quand tu arrives avec ton frère, là, tu veux y aller personnellement, mais tu veux aussi que ton frère y aille. Fait qu'on dirait que moi, j'ai le contrôle de mes courses à moi. J'ai pas le contrôle de ses courses. Fait que quand je le vois courser, quand je dois courser contre lui, je dois faire un peu abstraction que c'est mon frère. Je veux faire ma course à moi. Je veux pas me laisser distraire que François est dans ma course. Donc, c'est sûr que je voulais l'amener avec moi, mais c'est tellement le courte piste, c'est tellement un sport que des embûches dans les courses, tous les courses en fait, que tu peux jamais savoir. Puis j'ai toujours eu un classement pas facile parce qu'il fallait que je le fasse, mais j'étais toujours quasiment assuré d'y aller à un certain moment dans la compétition. Lui, il fallait qu'il attende à la dernière seconde. Même des fois, après la compétition, il y avait des choix discrétionnaires. Il fallait qu'il attende ça. Fait que c'était toujours un peu brise-cœur des fois. Mais en fait, il n'a jamais eu le mauvais choix. Il a toujours été sur l'équipe nationale avec moi jusqu'à la fin de sa carrière. Mais d'être aux Jeux olympiques avec Frank, c'est toujours été un feeling spécial. C'est les Jeux olympiques de Vancouver où j'ai gagné la médaille d'or avec lui au relais. C'est vraiment la médaille qui reste à mon cœur. Est-ce qu'il y avait quand même de la compétitivité entre vous autres? Tout était l'élu, mettons. Lui, comme tu dis, il était toujours quasiment peut-être sur le bord de se faire retrancher. Est-ce que tu sentais une certaine jalousie ou des affaires que tu devais faire différemment pour l'inclure? Je te dirais que j'étais vraiment... On a toujours été saine compétition. C'est toujours... on s'encourageait beaucoup dans ce qu'on faisait. Puis... J'essaie de le soutenir le plus possible dans ce qui arrivait en compétition, tout en voulant rester dans ma bulle, parce qu'il faut que tu restes quand même dans une bulle pour être concentré et être focus sur tes courses. Mais au contraire d'avoir une compétition un peu malsaine ou d'être jaloux, j'ai toujours voulu inclure François dans mes compétitions, puis faire en sorte qu'il se sente aussi bien malgré ce qui arrive, puis de le laisser en confiance. Puis François, il y a toujours... Pas toujours, mais ça arrivait souvent qu'il débutait une compétition peut-être avec une bad luck, mais qu'il finissait tout le temps en champion, il finissait tout le temps genre sur une forte note, ce qui faisait en sorte de lui donner la chance de faire l'équipe nationale. Fait que c'est un gars qui performait beaucoup sous la pression, ce qu'il faut être quand tu es un athlète. Toi, Marjorie, ce patinage artistique, c'est un des sports où hommes-femmes sont ensemble. C'est très rare. Comment tu as choisi ton partenaire? Comment que ça se choisit? Voyons. Comment que ça se choisit un partenaire? Ça se fait naturellement ou tu te l'es fait imposer peut-être? Non, moi j'avais peut-être 7 ans quand j'ai décidé que je voulais faire de la danse sur glace avec un partenaire. Malheureusement, quand on est jeune, ça a peut-être évolué. Il y a beaucoup moins de garçons que de filles qui font du patinage artistique. Et encore moins qui veulent faire de la danse parce que tenir la main d'une fille à cet âge-là puis te connecter avec filles et gars, c'est toujours très spécial. C'est comme pas naturel à cet âge-là, en tout cas pour nous deux. Mais moi, je m'entraînais avec des personnes qui faisaient de la danse sur glace puis moi, je faisais du simple. Puis j'ai toujours voulu faire comme eux. Donc là c'était le modèle des plus vieux qui patinent ensemble. Fait que c'est mon coach qui a trouvé mon partenaire. Puis mon partenaire, il voulait rien savoir. Là, au début, là, il était comme, moi, je veux pas faire de la danse. Mais il avait vu qu'il y avait quelque chose qui marchait entre nous. Fait qu'ils nous ont comme un peu matchés. Puis c'était très malaisant au début. Là, très gênés les deux. Là, c'était zéro naturel. Puis finalement, notre relation, elle s'est développée en vieillissant. Là, c'est devenu super beau, mais jeune, là, c'était comme très, très spécial.
Puis dans ce monde-là, tu sais, quand tu te fais matcher avec quelqu'un, là, tu dis que ça fait 12 ans que tu patines avec lui. Y a-tu des moments où tu te dis je veux changer de partenaire? C'est-tu une possibilité? Comment ça fonctionne? Oui, ben en fait, on a eu une genre de séparation, là, l'adolescence, là, où est-ce que là, ça marchait plus. Vers, je pense, je dirais 14-15 ans, on s'est comme splitté pendant comme 1 mois ou 2, puis finalement, on est revenus ensemble vraiment par choix. C'est comme si plus jeune, on se l'était fait un peu imposer d'être ensemble, puis on est comme go with the flow. À 15 ans, on a fait, bah, là, on s'entend comme moyen ou, tu sais, peu importe. Puis finalement, ben, on s'est retrouvés, on a réalisé qu'on était vraiment meilleurs ensemble. Puis depuis, ça va tellement mieux. Tu sais, I guess que c'est comme un peu les couples dans la vraie vie, que tu te sépares, mais c'est pour revenir plus fort ensemble. Mais c'est vraiment ce qui est arrivé, mais juste professionnellement, tu sais. C'est comme un mariage forcé professionnel. Un petit peu, oui. Ah. Puis finalement, ben, ça a été un choix, tu sais, à la C'est fin. toi, lui, qui avait cassé. Je dirais, ça s'est fait ensemble. OK. Une décision C'est commune. Puis c'est-tu ton ami dans... Tu sais, ben sûrement, tu vas me dire oui, mais c'est-tu ton ami vraiment proche dans la vraie vie ou vous faites vraiment la séparation? Ben, c'est-tu ton chum? Non, c'est Ok, c'est pas c'est ton une chum. question commune. Là. Ben, non, c'est c'est sûr, pas mon là, chum. vous- On va le mettre tout de suite au clair. Parfait, c'est réglé. Très bonne question. Non, souvent, les couples, en fait, ça va bien ou ça va vraiment pas bien. T'sais. Fait que nous autres, dès le début, là, on avait 10 ans, puis on était comme, on va jamais sortir ensemble. Mais Vous oui. avez mis ça au clair, là. Ah, ouais, comme- ouais, là, c'était comme évident. Puis même, on fait encore des jokes là-dessus, là. C'est comme jamais de la vie, là. C'est vraiment une relation frère-sœur. Tu sais, on se connaît depuis qu'on a 9-10 ans, là. Fait que je le vois vraiment comme un frère, tu sais, quasiment plus qu'un ami. Mais oui, évidemment, on est amis, là. C'est important d'avoir une bonne relation, mais c'est une relation unique, d'avoir un partenaire de patin, que tu vis toutes tes expériences. Et chaque voyage que je fais, c'est avec lui. On est assis dans l'avion ensemble. On a nos défaites ensemble, nos réussites ensemble. Moi, je fais une erreur, ben ça compte pour lui aussi. Fait que c'est vraiment une belle relation à avoir, là. Je me compte chanceuse d'avoir une relation comme ça dans ma vie, tu sais. Est-ce que vous êtes en relation personnelle chacun de votre bord? Ben moi, de mon côté, oui. Lui, non. OK. Je vais répondre non. Voilà. C'est compliqué. Puis est-ce que ça crée de la jalousie au sein de votre couple, ça? Non, mais le truc, je pense, c'est que ton chum ou ta blonde connaissent ton partenaire puis s'entendent bien avec. Comme mon chum, j'ai tout de suite dit en passant, mon partenaire, tu vas le rencontrer. On a vraiment une relation de frères-sœurs. Je les ai fait se rencontrer, ils s'entendent super bien. J'ai jamais senti de jalousie. Fait que non. Mais je pense que le point important, c'est de mettre ça au clair dès le début. Parce que c'est sûr que c'est rare que ta blonde passe plus de temps avec un autre gars, va tenir la main à un autre gars, va le regarder dans les yeux, va connecter. Fait que... Tu voyages avec, Oui. tu sais, tu pars des toute longs seule, moments. puis- ouais, sans mon chum, avec mon partenaire. Fait que non, mais c'est de choisir bien son partenaire de vie aussi, tu sais, qui va comprendre ta réalité, puis qui va te supporter là-dedans. Puis c'est ça que j'ai fait, que je me compte vraiment chanceuse. Déjà, à la base, tu sais, je pense que, tu sais, à ce niveau-là, c'est comme tu dédies ta vie au sport, là, littéralement. Puis même là, tu sais, je me questionne à savoir, tu sais, comment est-ce que c'est de concilier vie personnelle et vie professionnelle, là, être un athlète professionnel. Tu sais, ça demande énormément de discipline, énormément de compromis, de sacrifices, j'imagine. là. Oui, ben moi, je sais pas toi, mais moi, mon chum, il est aussi un peu il est dans le monde du sport. Il a fait du judo pendant plusieurs années, des compétitions internationales. Là, il a changé pour la MMA, mais il comprend très bien ma réalité puisque ça a été sa réalité pendant vraiment longtemps, puis ça l'est toujours dans un nouveau sport maintenant. Donc, c'est d'avoir quelqu'un, je pense, qui comprend que ta priorité en ce moment, c'est vraiment ton sport, puis d'être quand même, de trouver du temps pour être présente aussi pour ta vie personnelle. Pour moi, c'est super important, la famille, mon chum, mes animaux, j'ai 3 chats, un chien. Fait que d'être présente pour tout ça aussi, c'est super important. Pour être meilleure sur la glace, il faut que tu sois bien dans ta vie personnelle aussi. Fait que L'équilibre. Oui, l'équilibre, exact. De ton côté? Ben, ça, en fait, j'ai eu ma famille. J'avais le côté familial, amoureux dans le patin pendant longtemps. Fait que c'était comme les deux, c'était comme mixé ensemble. Puis à la fin, j'ai vraiment fait un trait comme d'avoir plus séparé. Puis je pense que c'était le meilleur équilibre pour moi. Fait en sorte que j'étais plus. En fait, j'en avais peut-être aussi besoin parce que j'étais arrivé à un point où il fallait vraiment que je sois concentré 100% sur ma vie d'athlète quand j'étais sur la glace. Puis je voulais vraiment faire une séparation avec ma vie personnelle. Puis ça m'a aidé. Puis ma blonde, actuellement ma femme, qui est rendue ma femme, on a 2 enfants ensemble. Oui, c'est ça, je regardais, c'est une Ouais. bague de mariage. Oui, oui. Et une bague olympique. Et oui. C'est mes 2 mariages. Ouais, c'est ça. Mais ouais, c'est ça. Fait que dans le fond, elle était vraiment comme supporter extrême. Là. C'est surtout grâce à elle que j'ai réussi à me rendre à mes derniers Jeux olympiques à Beijing parce que
En fait, je vais faire une petite parenthèse. Mettons, en courte piste, on prend la retraite environ en 27, 28, 29 ans. J'ai continué ma carrière jusqu'à 37 ans. Wow. Donc, j'ai dépassé presque de 10 ans Wow. la retraite normale. Donc, j'arrivais à un moment où j'avais vraiment prendre soin de mon corps de plus en plus pour pas être blessé, pour pas... puis j'étais plus fatigué plus vite, j'étais moins fort et tout. Puis La je devais récupération. faire attention. Puis je l'ai vécu surtout dans les 5 dernières années. Puis elle m'a aidé vraiment beaucoup là-dedans. Puis elle était vraiment très grosse supportrice là, pour m'amener jusqu'au jeu. On a même eu notre première fille durant un an avant les Jeux olympiques de Beijing. Donc, je suis devenu papa avant de prendre ma retraite. Il y avait une autre charge supplémentaire dans ma vie professionnelle, ma vie personnelle. Mais on a réussi à bien faire les deux. Puis c'est un travail d'équipe. On a réussi à le faire ensemble. Ça, je trouve que c'est quelque chose quand même de marquant de dire, tu sais, quand tu veux commencer une famille, mais que tu es un athlète, clairement, il y a quelque chose là, de différent pour les femmes et les hommes. Là. Oui, à ce niveau-là, tu sais, j'imagine que justement, ça doit allonger la carrière. De parler juste d'être un homme, ça doit faire en sorte que ta carrière, tu peux la pousser plus longtemps. J'imagine, c'est peut-être confirmé, là. Ben oui, moi, c'est une question que je me pose constamment. Tu sais, comme je peux pas juste dire, je vais arrêter quand je veux parce que moi, je veux avoir des enfants. Puis je me dis, tu sais, on a comme une limite à un moment donné, tu sais, si tu veux être encore jeune et en forme avec tes enfants longtemps, tu sais, fait que... Mais je te trouve vraiment chanceux d'avoir pu avoir, tu sais, ta première fille pendant que tu as pu continuer. C'est quelque chose que j'aimerais tellement, mais que... I guess que ça se fait, mais ça doit être super difficile, tu sais, une fois que tu as accouché, là, de revenir dans le sport, là, ouf! Il y en a qui l'ont fait, mais... T'sais, ça doit être assez un bon défi. T'sais, mon partenaire, lui, il dit, moi, je pourrais avoir mon enfant pendant qu'on continue. Puis je suis comme, ben là, pas moi, pas vraiment. T'sais. Fait que oui, moi, c'est des questions que je me pose un peu comme timing quand je vais arrêter puis que je vais commencer ma famille. Fait que... Juste dans mon sport, il y a beaucoup plus de gars qui ont eu des enfants, mettons, je parle à l'international, là, qui continuaient à compétitionner et qui étaient dans le sport, qu'il y en a des filles, mais c'était vraiment comme au compte-gouttes. Je pense qu'il y en avait 2 ou 3, là. Puis c'est pas... Il y en a pas beaucoup qui continuent à être performantes. Ils reviennent parce qu'ils font leur équipe nationale, ils font les compétitions, mais ils restent au niveau qu'ils étaient. Souvent, ils vont peut-être perdre un petit peu de performance. Il y en a exceptionnellement qui réussissent à continuer à performer super bien, mais c'est sûr que d'avoir un enfant dans un sport, on a un sport qui est super demandant, puis il y a beaucoup d'imprévus et tout, donc des fois, tu vas peut-être faire des dépassements ou des moves que quand tu n'as pas d'enfant, tu ne le feras pas, puis quand tu as un enfant, tu as comme toujours une pensée, hey, si je tombe, si je fais ça, c'est dangereux, je peux peut-être me blesser. Tu as tout ça qui revient dans ta tête. Fait que c'est un peu, ton mindset il change, tu deviens peut-être un peu plus sage. Puis tu as des breaks à prendre, tu sais, dès que tu es enceinte, tu peux pas aller faire de la vitesse avec des lames de rasoir qui peuvent te faire une césarienne sur place. Quand tu patines, puis tu tombes dans les matelas, c'est le même effet que tu tombes d'un 3e étage. Oh, ouais! Sauf que les matelas sont là pour absorber le choc et tout ça. Il n'y a pas de bande. Là, c'est comme vraiment... Mais tu connais un peu, là, quand tu vas aux Olympiques, c'est des immenses matelas qui sont retenus par des courroies. Puis quand tu tombes, les matelas, ils bougent. Mais dans le temps, quand j'ai commencé à patiner, justement, c'est des petits matelas qui étaient sur le bord de la bande de hockey. Puis quand tu tombais, c'était vraiment comme un choc, là, comme si tu tombais d'un 3e étage. Aïe, aïe. Puis il y a des changements physiques aussi après un accouchement. Tu as des changements physiques. Fait que c'est dur. Puis quoi, ils prennent quoi, à peu près au moins 1 an de break, le temps d'être enceinte. Après ça, le temps d'avoir l'enfant. Quand tu reviens en compétition, ben les jeunes qui te poussaient dans le cul, eux autres sont next step. Là. Ouais. Mais il faut que tu sois un athlète d'exception aussi à la base pour réussir à avoir un enfant puis revenir puis d'être autant performante, sinon plus. Nouveau Canadien, j'en ai vécu une. J'ai une de mes amies, Marie-Ève Drolet, elle a eu un enfant, puis elle est revenue à la compétition, puis elle est encore performante. C'est exceptionnel. J'en ai connu une parmi toutes mes coéquipières que j'ai passées dans ma vie. Là. Donc, j'en ai passé peut-être 50, 100, je sais pas. Mais c'est une. Puis, elle a eu son enfant, elle a continué pendant 2 ans. Puis après ça, elle a décidé d'arrêter parce qu'à un moment donné, la garderie, le travail de son chum, elle, on voyait souvent son enfant à l'aréna, on était comme les babysitters. Là. Fait que non, c'est un challenge, puis c'est pas évident pour personne. Là, puis il faut que tu aies un bon soutien familial, puis avec des amis là, pour réussir à
à continuer. Toi, le fait d'avoir un enfant, ça t'a-tu joué dans la tête au niveau de prendre ta retraite ou tu disais un peu le mental de hey, s'il arrive un accident ou quoi que ce soit? Ben, je te dirais que oui, ça a eu un effet un peu plus. Ça m'a assagi davantage parce que j'étais rendu quand même dans un âge déjà avancé parce que j'ai eu mon enfant, j'avais 36. Puis, comme je dis tantôt, on prend la retraite environ à 27, 28, 29 habituellement. Donc, j'étais déjà rendu assez sage. Mais vraiment, d'avoir mon enfant, ça a fait en sorte que je prenais des décisions dans les courses ou la façon que je m'entraînais, j'étais pas mal plus calme, plus sage au quotidien. Puis, j'avais quand même le même objectif de vouloir toujours gagner toutes les courses que comme j'avais la force et le mental de vouloir gagner. Mais c'est sûr que j'étais un petit peu moins... Quand j'étais jeune, j'étais assez agressif. Là. J'étais un volcan tranquille, là, mais quand le volcan explosait, tassez-vous de là. oui. Je pense que t'es quelqu'un de très carriériste. Ça se peut-tu? Selon le patinage puis qui t'es dans ta vie privée. Est-ce que le fait d'avoir des enfants plus vieux, c'est un... Comment je te dirais bien ça? C'est un bon choix d'avoir des enfants vieux quand t'es carriériste parce que je suis carriériste puis je veux mes enfants vieux puis je me demande si c'est un bon choix ou je devrais les avoir jeunes. Ben jeune, j'ai 31 ans. Je veux juste dire que c'est très subjectif, là, le mot vieux. Ouais. Je veux dire, j'ai 34 puis ils pensent que je suis un fossile. Là. Fait que, je veux dire, non, mais pour avoir des enfants. T'as 2 ans de plus que lui, t'es vieux. Là, c'est ça. Moi, je suis rendu un grand-père, c'est Exactement. ça? Mais je te dirais que c'est vraiment un choix personnel parce que moi, je te dirais que je connais des femmes qui sont tombées enceintes dans la quarantaine puis ont passé une belle grossesse puis ont un enfant puis sont super heureuses. Je connais aussi des filles qui ont eu des enfants à 22, à 23, à 24, puis c'est vraiment un choix que tu dois faire. Puis si tu es confortable dans ce choix-là, ben il faut que tu y ailles avec le flow. Puis je suis qui pour juger ton désir de vouloir un enfant à 38? Mais toi, Charles Hamelin, c'est un bon choix. Ben moi, 100%. Puis est-ce que les circonstances ont fait en sorte que j'ai eu mon enfant à 36. On en a parlé, c'était voulu, mais si ça avait été 5 ans plus tôt, ça aurait été 5 ans plus tôt, puis ça aurait été sûrement différent. Mais les choix que j'ai faits dans ma carrière ont fait en sorte que ça m'a mené à 36 ans à avoir mon premier enfant, puis je suis très confortable avec ça, puis je pense que ça a été le choix à faire parce que ça m'a amené à faire mes 6e jeux, ma dernière médaille olympique, prendre ma retraite à la maison à Montréal avec ma fille dans mes bras. Dernière compétition à vie. Donc, ça, c'est quelque chose. C'est tous des moments que j'aurais pas pu vivre dans ma vie qui sont devenus exceptionnels à cause que j'ai eu ma fille. Wow. Ça fait comme du bien à entendre parce que moi, j'ai toujours voulu mes enfants jeunes. Là, depuis que je suis toute petite, j'ai à 22, 21. Genre, mes enfants, mais j'avais comme pas réalisé que moi, ma carrière, c'est plus à 30 ans, là, le prime, là, fin vingtaine. Fait que ça fait comme du bien d'entendre que t'as pas de regrets puis que tu réussis tes affaires dans ton sport parce que ça, à un moment donné, il y a une fin. Alors que d'avoir des enfants, c'est vrai que maintenant, les femmes, ils l'ont 35, c'est rendu super commun. Même dans début quarantaine, ils commencent à en avoir beaucoup. Fait que, ouais, j'aime ça. T'as eu un super beau parcours, bravo, puis c'est super inspirant. Merci beaucoup. Puis toi, ton parcours commence à être pas mal garni, là. Yes, ça commence. T'as quel âge, là, Marjo? Là, j'ai eu 23, le début novembre. OK. Quand est-ce que tu commences à naviguer ou à jongler avec l'idée d'aller aux Olympiques? Tu sais, comment ça se déroule devant toi dans une carrière? Tu sais, tu danses, tu as un partenaire, etc. Puis éventuellement, tu sais, c'est quand tu commences à caresser ce rêve-là? Moi, c'est vraiment depuis le début que je me dis, moi, je patine puis je vais aller aux Jeux olympiques. C'était un rêve, là, c'était le rêve de ma vie. Et qu'on dirait que quand je suis allée, là, j'étais comme, oh my God, là, c'est l'expérience d'une vie vraiment. Puis là, après ça, c'est de voir, oh my God, on pourrait-tu avoir une médaille? Tu sais, c'est les prochaines étapes. Mais ouais, moi, c'est depuis le début, là, je me suis dit, je vais pas passer 6 heures par jour à m'entraîner pour juste faire des petites compétitions. Tu sais, ça a été vraiment rapidement. Moi, c'est mon objectif depuis le début. Ouais. Puis est-ce que c'est... Ma question va peut-être être bizarre, là, mais est-ce qu'il y a-tu comme quelque chose de... C'est un potentiel ou c'est comme tu mets le travail, tu réussis? Parce qu'en gym, on était souvent évalué sur notre potentiel. OK. T'allais dans le gym, le coach t'évaluait, OK, ton potentiel, t'étais rendu où, t'as-tu des mouvements, qu'est-ce que tu maîtrises, qu'est-ce que tu maîtrises pas, t'as du potentiel. On était beaucoup évalués là-dessus. Est-ce que c'est la même chose? C'est une bonne question. Nous, on s'est tellement concentrés, on dirait, sur nous, le travail qu'on a à faire,
I guess qu'il faut que tu aies un certain potentiel là, pour te rendre aux Jeux olympiques. Puis, tu sais, il y a des classements, il faut que tu fasses des compétitions, il faut que tu te classes. Fait que je pense que le potentiel il est toujours présent. J'y avais jamais vraiment pensé parce que, en tout cas, moi et mon partenaire, vraiment, on pense tout le temps, jamais vraiment aux résultats. C'est tellement de pression de se dire, il faut gagner ça pour aller là. Tu sais, on se dit, OK, non, il faut juste bien patiner, il faut faire telle affaire hors glace, telle affaire sur glace pour s'entraîner puis pour se rendre à notre objectif. Mais je suis sûre que le potentiel, comme dans tous les sports, il faut que tu aies un certain potentiel, clairement, là, ouais. De ton côté? Ben moi, en fait, je suis pas pareil à toi. Quand j'ai commencé, j'étais pas talentueux. Tu sais, le monde, il s'amusait à dire « Ah, Charles, il aime beaucoup le patin. » Parce que, tu sais, j'étais pas tant bon puis que je patinais pas super bien. Parce qu'il y avait mon frère à côté, François, qui était comme... on était petits, là, mais comme François, il patinait, c'est le patineur parfait. Là, position de base, t'es super talentueux. Tout le monde était comme. Il voyait vraiment François aller sur l'équipe nationale, ce qu'il a réussi, mais il ne voyait pas moi avoir autant de potentiel que François dans mon début de carrière. Ça a pris 9 ans avant que j'arrive à un certain point dans ma carrière puis que je commençais à performer. J'ai commencé environ à 8 ans. Puis à 16 ans, c'est là que j'ai eu un été là, où j'ai grandi, j'ai pris du coffre, puis j'étais arrivé sur la glace la saison d'après, puis j'étais rendu comme le 2e meilleur patineur au Québec. Je me suis classé après ça pour les mondiaux juniors, compétition internationale et tout, donc ça a vraiment déboulé rapidement. Mais ça a été, ce 9 ans-là a été vraiment un 9 ans de travail acharné. Là. Puis je suis un gars, quand j'ai un objectif, ben il n'y a rien qui va pouvoir m'arrêter pour essayer d'y arriver, de l'atteindre. Puis j'ai toujours fait les choix. On parle souvent de sacrifice, mais moi, j'ai toujours pensé que c'était des choix parce que j'ai toujours aimé ce que j'ai fait. Puis je trouvais le mot sacrifice un peu négatif. Tu sais, j'ai sacrifié ça. J'ai rien sacrifié. J'ai fait les choix que je voulais faire ça pour ma vie, tu sais. Puis ça m'a amené à faire ce que j'ai fait dans ma carrière. Mais c'est ça, ce 9 ans-là a fait en sorte que mon père était là, une grosse partie du pourquoi, qu'on est devenus des bons athlètes. Tu sais. Mon père était là pour nous entraîner, pour nous amener à être des athlètes d'exception. Quand j'étais jeune, tu sais pas ça, tu fais juste suivre qu'est-ce qu'on dit. Mais maintenant, quand j'y repense, j'ai écrit une biographie qui est sortie en octobre passé. J'ai vraiment réalisé qu'il a construit notre corps d'athlète par toutes ses lectures, tous ses apprentissages en tant qu'entraîneur, en tant que directeur de programme, fait en sorte qu'il nous a amenés à être des athlètes, François et moi, comme tout le monde peut les connaître maintenant. Ça, la puberté chez des athlètes, c'est tellement quelque chose qui peut être vécu difficile parce que tu veux performer, il faut que tu aies une certaine forme physique. Je pense que ça doit être un des rares cas où la puberté va aider chez les hommes, mais ne va pas nécessairement aider chez les femmes. Ta puberté, parce que je sais qu'au niveau du patinage artistique, il y a beaucoup de... je veux dire, tu as un partenaire, il faut qu'il soit capable de te lever. Tu fais de la danse. Est-ce qu'il vous lève en danse? Je pense que oui. Hein? Oui. Oui, c'est ça. Il y a des stunts, là. Il y a comme des portées. Oui, exact. Ouais. Fait que, tu sais, je veux dire, ça, comment tu vis ça, tu sais, parce que je sais qu'il peut y avoir beaucoup de pression, puis tu sais, sur une jeune femme qui contrôle pas sa puberté. Comment tu as vécu ça, toi? Wow, je dirais mal un peu, le début de la puberté, là, vraiment, tu sais, les femmes, et toi, tu es une spécialiste là-dedans, là, mais tu sais, quand tu commences à avoir tes règles pour la première fois, on dirait que la femme, elle gonfle un peu. Un peu, là. Oui. Moi, j'ai bien gonflé, là. Oui. Comme... Quand j'étais petite, tu sais, t'as le corps d'enfant, t'es tout mince. J'avais souvent des commentaires comme « Comment tu fais pour être mince de même? » J'étais un enfant. Je suis mince. Ben, tu sais, puis il y a des enfants plus gros. Je veux dire, mais moi, j'étais très mince enfant. Puis là, quand j'ai eu la puberté, on dirait que j'ai comme gonflé. Puis je sais pas si dans le temps, tu sais, là, on en parle de plus en plus, tu sais, du corps... comment qu'on veut... le corps positif, tu sais, le body... body positivity, pour pas faire du body shaming. C'est ça, exactement. Puis moi, j'avais eu le commentaire là, directement qu'il fallait que je perde du poids là, dès que j'ai eu la puberté. Puis ça m'a vraiment joué avec ma tête parce que j'étais comme, tu sais, qu'est-ce que je peux faire pour le perdre alors que c'est pas de ta faute si tu l'as pris, c'est pas parce que je me suis mis à manger tout d'un coup plus ou, tu sais, c'était juste le corps naturel qui le prend. Puis, tu
finalement, souvent, il va leur perdre naturellement. Tu n'as pas besoin de changer quoi que ce soit. Puis il faut vraiment pas se stresser avec ça. Tu as 15 ans, là. Tu n'as pas à perdre du poids à 15 ans, là, t'sais. Puis je me souviens, ma mère était comme pas d'accord. Puis elle était comme, OK, on va aller voir un médecin pour voir si vraiment tu as du poids à perdre. Puis le médecin avait dit, ta fille, elle a un poids santé. Fait que ma mère, elle a dit, tu n'as rien à perdre. Fait que vraiment, moi, je suis grateful envers ma mère de comme un peu m'avoir mis un spécialiste qui dit, tu n'as rien à faire avec ton corps, tout est beau. Mais veux pas, ça joue avec ta tête. Là. Je m'étais mis à... Qui te mettait cette pression-là? Ben, je dirais je sais pas si je peux... Les coachs, tu sais, je veux dire, tu sais, veux pas, le partenaire te lève, puis là, tout d'un coup, ben, t'as pris quelques livres. Fait que, ouais, j'ai eu des commentaires des coachs, puis aussi, peut-être toi-même, tu es tout le temps filmé, là, en compétition, t'as tes robes, tu te vois. Fait que moi aussi, je me voyais, j'étais comme, Colin, on dirait que je suis comme gonflée, tu sais, je l'avais vraiment vu, là, puis ça me dérangeait beaucoup. Sentais-tu que t'avais plus de pression que ton partenaire? Oui, oui, oui. Lui, c'était plus comme, faut que tu sois fort pour la lever. Fait que va au gym. Lui, c'était comme l'inverse. C'est prends du muscle. Mais nous autres, c'est l'inverse. C'est comme, sois mince. Alors que maintenant, ça l'a complètement changé. Pour faire des bons portés, la fille, elle peut avoir n'importe quel poids tant qu'elle est forte. Faut que tu sois capable de te tenir. Ouais, je me souviens, il y en a une qui a fini, je pense, 2e au championnat du monde en danse sur glace. Puis elle était comme, pas comme une, tu sais, elle était pas mince comme ça. Puis ça a été très inspirant pour beaucoup de filles parce que ses portées, là, ils faisaient les portées les plus impressionnants. Mais c'est parce qu'elle était tellement forte, elle avait le six-pack. Mais elle était pas comme une, genre, typique patineuse qui a de l'air quasiment anorexique. Tu sais, elle avait le poids santé, mais poids santé en patin, t'es considérée comme grosse. Moi, j'ai toujours été considérée poids santé, puis peut-être un petit peu... plus grosse que la norme, tu sais, comme que ceux qui sont peut-être un peu plus vers l'anorexie, tu sais. C'est plus une mentalité, une vieille mentalité, là, Ouais. tu sais, les coachs qui étaient plus, qui étaient là, ils ont vécu ça eux quand ils étaient athlètes souvent, puis là, ben, ils transposent ça sur les athlètes, les nouveaux athlètes, puis tu sais, il y a beaucoup de chemin qui s'est fait, là, tu sais, depuis le début de ma carrière, même au début de ma carrière, tu sais, c'était aussi un enjeu, tu sais, pour les gars et pour surtout les femmes, tu sais, c'est malheureux parce que comme tu dis, c'était pas de votre ressort non plus. C'est votre corps, c'est la puberté. Ouais. Puis ça a beaucoup changé, puis ça a vraiment évolué, puis c'est beaucoup mieux. Puis il y a beaucoup de choses qui sont arrivées dans les médias, qui sont sorties dans les médias, puis qui ont fait en sorte que ça a fait bouger les choses beaucoup dans des sports qui étaient vraiment beaucoup plus ciblés. Mais vous êtes un des sports aussi ciblés, mais comme, mettons, la natation artistique et tout ça, c'est des sports qui ont dû changer de mentalité assez drastiquement. Puis je pense que c'est pour aller dans une bonne direction, faire en sorte que les athlètes soient mieux mentalement. Puis c'est tous les sports qui étaient un peu affectés, mais il y a des sports qui le sont plus que d'autres. Oui, puis tu sais, en gym, moi, je vais toujours me rappeler, là, tu sais, moi, je m'entraînais 30 heures semaine. Là. Je faisais des grosses compés, moi aussi, puis tout ça, puis loin des Olympiques, là, mais quand même. Puis, tu sais, je me rappelle d'être sur la poutre, puis j'ai 2 mains dans les airs, je m'en vais pour faire un backflip, puis j'ai ma coach qui compte, puis elle est de côté à moi, tu sais. Puis elle me dit, tu sais, j'ai 14 ans, là, moi aussi, là, je veux dire, j'allais avoir mes règles, tu sais, je commençais à avoir des seins, je commençais à avoir des hanches, tout ça, puis elle me dit, tu sais, tu t'entraînes 30 heures semaine, là. On s'entend-tu que... Puis elle me dit, t'as-tu engraissé? Hey, j'étais débarquée de la poutre, j'ai couru devant le miroir, j'ai commencé à me regarder. Je me rappelle, encore aujourd'hui, je portais un maillot en velours mauve avec des cuissards noirs. Puis ce commentaire-là, après ça, m'a suivi pendant tellement longtemps. Là. C'est un commentaire qui peut littéralement te jouer dans la tête. C'est marquant, moi aussi. Je me souviens exactement, j'étais assis comment, dans quelle salle, il y avait qui. C'est quelque chose c'est un commentaire, comme tu as dit, mais ça reste, c'est encore un petit peu présent. Tu sais, je veux dire, c'est très marquant parce que c'est ton corps, t'as pas le contrôle. Et en gym aussi, tu te vois tout le temps sur des vidéos. T'es comme hyper maillot, alerte. Ouais. T'es tout le temps en train de juger même toi-même. Puis là, de l'entendre des autres, là, je suis très d'accord. Ouais, tu te souviens de tous les petits détails. Charles, ton père était directeur, coach. C'était comment la relation avec ton père? Est-ce qu'il te mettait de la pression? Est-ce que ça t'avantageait au niveau des sélections? C'était comment, ça? Ben non, en fait, quand on était rendu au niveau canadien, mon père était rendu directeur du programme. Il n'était plus coach. Il a été coach quand on était plus jeune à Sainte-Julie, quand il est devenu directeur du programme. Dans le fond, lui, il se chargeait d'engager les coachs. Les meilleurs coachs qu'on pouvait avoir pour avoir le meilleur plan d'entraînement, pour être les meilleurs athlètes possibles sur la glace. Puis, dans le fond, tout ce qu'il y avait à prendre une décision par rapport à soit moi, soit François, dans la fédération ou dans les sélections, mais lui se retirait.
Dans le fond, lui, habituellement, il fait partie du groupe de discussion pour faire les sélections, mais quand c'était une discussion par rapport à un de ses fils, il se retirait de la discussion, il laissait le groupe parler, faire leur décision, puis quand c'est fait, ben, il revenait, puis après ça, ben, il continuait sur d'autres sujets. Mais tout ce qui était en relation avec nous, il n'y avait aucun mot à dire par rapport à ça pour éviter les conflits d'intérêts. C'est sûr que avec le temps, quand ça perdure, des fois, c'est sûr qu'il y a toujours des oui-dire, puis des choses que... un moment donné, c'était rendu lourd. Je pense que c'est aussi une des raisons pourquoi il est parti. Ça faisait 12 ans qu'il était là. Il avait vraiment légué beaucoup de choses aux patins de vitesse courte piste au Canada. Mais je pense que son heure était aussi due pour changer, là, faire autre chose. Donc, c'était pour moi, de mon côté, je l'ai vécu super bien parce que j'ai jamais été dans une situation où c'était comme... Je suis pas sûr de faire l'équipe. C'est comme Charles, il est premier ou deuxième ou premier durant toute ma carrière quand mon père était là. Puis François, c'est plus lui qui était comme dans les situations un peu plus délicates. Mais ça, il a toujours été comme. C'est tout suivi sur papier. Fait qu'il y avait les preuves qu'il n'était pas dans la salle, il n'était pas dans les endroits où les décisions étaient prises. Mais c'est sûr que c'était pas super évident. Mais ça n'a jamais avantagé rien en tant que performance parce que c'est moi qui s'entraîne, c'est moi qui suis sur la glace. On avait les meilleurs entraîneurs pour devenir les meilleurs athlètes. Puis après ça, ben, si j'avais pas fait les choix que j'expliquais tantôt, si j'avais pas fait ces choix-là, puis je m'étais pas entraîné avec mes coéquipiers aussi fort, ben j'aurais jamais été l'athlète que j'ai été, j'aurais jamais gagné les médailles. C'est pas à cause de oui, c'est à cause de l'équipe que mon père avait fait autour de moi, mais c'est pas à cause de mon père. Il m'a pas donné une baguette magique, il m'a pas donné quelque chose de magique. Il m'a pas donné 2 jambons que t'as dans la culotte. C'est lui qui m'a construit quand j'étais jeune. Il a été le menuisier de ma carrière sportive, de mon corps d'athlète, puis aussi de mon mental. Mais il n'a pas été là. Il me poussait pas dans les courses, là, il me donnait pas des raccourcis. Là, j'ai gagné toutes mes courses fair and square, puis j'ai perdu aussi fair and square. J'ai pas tout gagné dans ma vie. Là. Si j'avais tout gagné mes médailles, mes courses olympiques, j'aurais eu 32 médailles olympiques. Là, j'en ai 6. Mais le monde, il comprend. Le monde, des fois, c'est difficile à comprendre, mais c'est moi l'athlète. À la fin de l'histoire, ben, j'ai gagné mes médailles. Mon père était là pour nous épauler, puis c'était parce qu'il était passionné aussi du sport. Ça a été quoi sa plus grande qualité de père pour toi? Puis ça serait-tu une qualité que t'aimerais transmettre, toi, en tant que père, à ta fille? Très bonne question. Mon père, c'était la personne qui a fait en sorte que j'ai appris à faire mes choix, bons ou mauvais. Il n'était pas là pour me donner des ordres. Il n'était pas là pour me dire va pas fêter avec tes amis. Quand tu arrives à 15, 16, 17, 18, toute ta gang d'amis plus proches qui font pas du sport, mais ils se ramassent chez un, chez l'autre. Puis là, balai finissant. Il faut que tu ailles au gym, faut que tu t'entraînes, il faut que tu te couches tôt. Exact. Ça, c'est connu, les pères qui poussent leurs enfants. Il y en a beaucoup, mais mon père était. Mon père et ma mère, là, les deux, ils étaient conjointement d'accord dans la façon de faire. Toujours fais tes choix, tu peux y aller. Ils m'ont jamais dit non, vas-y pas, non, on va pas aller te reconduire, non, on va pas aller te chercher. Ils venaient me chercher à 2 h du matin, des fois. Je sortais, balai finissant, mais il venait me chercher, puis après ça, c'est moi qui payais de mon propre choix. Fait que, j'ai appris à, OK, je peux pas faire ça pour, puis j'ai appris beaucoup par moi-même. C'est un peu ça que j'aime, dans le fond, que je remercie mon père d'avoir fait, de m'avoir permis d'apprendre de mes erreurs étant plus jeune. Faire en sorte que je les ai pas faites quand je suis rendu sur l'équipe nationale. Je dis pas que j'ai jamais sorti, on l'a fait, je l'ai fait, mais à des moments où c'était propice et qu'il n'allait pas avoir d'impact ou presque pas d'impact sur mon entraînement parce que je savais que mon entraînement était primordial, c'était quelque chose que je voulais mettre l'emphase dessus. Après ça, ben c'était fait. Puis moi, je veux être un père, même chose sur mes filles. Je veux faire en sorte qu'ils apprennent de leurs propres erreurs. Je veux pas être le père qui va leur dire non à toutes les choses qu'ils vont faire puis que t'as pas le droit de sortir, Non, c'est comme un peu comme mon père a fait. Je veux faire en sorte que mes filles apprennent d'elles-mêmes puis réussissent à comprendre ce qui est bon et moins bon dans la vie. Tu as fait confiance, finalement. Exactement. Il y a confiance. C'est aussi ça. Tu apprends à tes enfants
graduellement quand ils grandissent. Puis tu veux que tes enfants te fassent confiance, mais tu veux faire aussi confiance en tes enfants. C'est une relation aussi à construire. Puis mes parents ils ont réussi. Ouais, puis tu sais, je t'écoute parler, puis c'est comme... C'est un exploit en soi, je veux dire, le niveau là, que vous avez atteint en tant qu'athlète, toi, ton frère, etc. Mais c'est un exploit aussi pour ton père. Là, je veux dire, lui, il n'a pas été aux Olympiques en tant qu'athlète, mais je veux dire, t'amènes tes deux gars là-bas par comment tu t'es dévoué à leur sport puis à leur performance, etc. Je trouve ça vraiment admirable. C'est vraiment beau à écouter. Ouais, il y a des photos, il y a des vidéos. Tu vois mon père sur le bord de la bande, il est en train de brailler. Ça y est, mon père, il braille jamais dans la vie. Là. Il a braillé, peut-être, j'ai vu pleurer physiquement dans une maison, peut-être 2 fois. Là. Mon père, j'ai toujours pensé que c'était comme une pierre. C'est comme aucune émotion. Je savais qu'il était content, il avait content, mais avoir une émotion à en pleurer, j'ai presque jamais vu. Mais tu vois les vidéos, puis mon père, il braille sur le bord de la bande, d'être fier. Puis c'est fier de moi quand je gagne une médaille, mais fier de son équipe. Il n'y a pas juste moi qui ai gagné les médailles. Là, puis il regardait ça, puis je vois les vidéos, puis je suis comme, my God, c'est tellement du bonbon. Les photos, mon père, tu vois, il me sort dans ses bras après avoir gagné une médaille, ou un autre coéquipier. Puis mon père, on était tous ses enfants. C'est aussi ça, c'est la famille, là, l'équipe nationale. C'est un peu moins ça, vous, parce que vous êtes vraiment comme un peu séparés, mais le patin de vitesse, on est tout le temps 15 gars, 15 filles sur la glace en même temps. On s'entraîne. Mon père, il était là pour son équipe, c'était comme ses enfants, puis il a vraiment instauré une solidarité. Ouais, mais un climat familial dans le patin. Fait que c'est ça qui a fait en sorte que moi, je gagne une médaille ou que mon coéquipier ou que ma coéquipière gagne une médaille. Je suis aussi fier que quand c'est moi qui l'ai gagné parce qu'on est comme 300 jours par année ensemble. Là. C'est fou, là. À quoi peut ressembler une journée typique? OK. Ben, je vais dire, moi, je vais à l'école en ligne. Parce qu'aller en personne, là, avec le déplacement, le patin, fait que souvent, je vais me lever, je fais un petit peu d'école en ligne. Et tu dis dans quoi? Ben là, c'est un peu grâce à toi, mais je commence à l'université je fais un certificat en santé sexuelle. À l'Université Laval? Oui, en ligne. Mais avant de te suivre sur les réseaux et tout, là, la sexualité, ça ne m'intéressait pas. Là, je connaissais pas ça. Puis là, tout d'un coup, là, je me suis abonnée à Réponse sexuelle. Fait que puis là, j'ai comme vraiment trippé. Puis je me suis dit, oh my God, il y a vraiment un problème dans notre société. Je vais aller aider à régler ça. Là. Fait que je m'en vais là-dedans. Tu as fait partie un peu beaucoup de mon choix. Fait que je commence cette session. Puis j'ai très, très hâte. Et t'es venu de où, ce choix-là? D'aller là-dedans, ouais. Vraiment, là, j'ai commencé à la suivre, puis je me suis dit, il y a tellement de trucs que je ne connaissais pas, puis là, je suis dans la vingtaine. Comment ça se fait que je sais pas ça, que les profs ne l'ont pas appris, qu'on n'a pas ça dans les écoles, puis que je dois, à 20 ans, moi-même, décider de m'abonner à un réponse sexuelle pour l'apprendre de chez moi. Puis je veux dire, le nombre de personnes qui ne l'ont pas vu, qui se sont pas abonnées, peut-être les gars qui te suivent moins. Fait que là, je suis comme, non, il faut un changement là-dedans. Puis là, je suis comme rendue super passionnée. Là. J'ai comme une mission après le patin. Là. Je m'en vais là-dedans. Là. Puis est-ce qu'au niveau personnel, le fait que tu as commencé à t'éduquer là-dedans, ça a changé des choses? Ben oui, je dirais oui. Mais il y a tellement de... J'ai appris avec elle, là, ça part de tellement loin que là, tu sais, je viens de commencer. Tu sais, je veux dire, ça fait peut-être 2-3 ans là, que je commence à m'éduquer là-dedans. Fait que oui puis non, parce que ça fait juste trop longtemps qu'on entend, tu sais, tellement que l'éducation pousse vers la mauvaise direction puis que t'es pas informé de la bonne manière. Mais c'est justement ça qui me motive. Tu sais, même moi qui est passionnée par ça, qui écoute plein de podcasts là-dessus puis qui m'informe, ça change, mais tu sais, vraiment tranquillement. Donc, je pense que si tu commences vraiment plus jeune, dans les écoles, puis juste les parents aussi, de la façon qu'ils vont l'aborder avec leurs enfants, ça va porter un changement vraiment positif, puis c'est surtout pour les femmes. Fait que c'est vraiment venu me chercher, c'est comme super féministe, puis c'est une belle mission qui est super d'actualité. Fait que, ouais. Fait que je m'en vais étudier là-dedans. Ça me fait vraiment plaisir d'entendre ça. Ah oui, je suis contente. Ouais, c'est vraiment beaucoup grâce à toi. Fait que merci beaucoup. T'es super inspirante. Donc voilà, j'étudie le matin un petit peu, je marche mon chien, puis après ça, je veux dire, je m'entraîne souvent de 1h30 à 5 sur la glace. Et après, je fais... Tous les jours? Oui, tous les jours de 1h30 à 5. Est-ce que c'est 7 jours par semaine? Non, excuse-moi, le week-end, on n'a pas de glace. Okay. Fait que c'est du lundi au vendredi. Après, je fais un hors-glace d'1 heure à 1h30
soit du pilates, du eccentric. C'est beaucoup de la récupération parce que je m'entraîne avec des personnes plus âgées, puis je les vois qui ont vraiment mal au corps et tout. Fait que moi, je commence tout de suite vraiment à me concentrer sur ma récupération pour éviter les blessures. Puis mon but, c'est de durer au moins jusqu'à 30 ans minimum, tu sais, fait que faire au moins 2 autres olympiques. Donc, de prendre soin de mon corps, c'est vraiment dans ma priorité. Tu sais, je vois les vieux, les vieux. Les plus vieux sont pas vieux, sont vraiment pas vieux, sont super jeunes, mais qui sont plus âgés que moi, puis que des fois, c'est vraiment dur de finir leur programme complet, puis tout. Fait que moi, j'essaie comme de jamais... Je sais que le corps, à un moment donné, il vieillit, puis c'est naturel, mais de protéger mon corps au maximum. Fait que mes hors-glace, c'est pas tant pour devenir full plus forte, mais de protéger mon corps, puis ça m'a vraiment aidé. Ouais, exactement, mais de la bonne manière, de pas aller juste m'étirer sans raison, puis toujours comprendre, pourquoi je fais ça, qu'est-ce que ça va faire à mon bassin, puis ça m'intéresse beaucoup. Fait que c'est ça une journée typique pour moi, je dirais. Tu couches à quelle heure le soir? Je suis une couche tard, là. Je suis pas un modèle, là. Okay. Oh non! Écoutez-moi pas, là. Vraiment, là, je veux dire, c'est rare que je couche avant 11h, minuit. OK. Je pensais que t'allais me dire 2h du matin. Non, j'ai eu une passe où est-ce que je me couchais vraiment tard. Vu que je commence à 1h30, c'est quasiment bon que je me couche tard puis je me lève plus tard. J'ai un slow morning, je vais étudier un peu plus tard. Parce que sinon, souvent, tu veux faire une sieste en après-midi, mais moi, c'est comme mon pic d'entraînement. Fait que j'ai pris un beat. Là, ouais, je me couche tard. Ça c'est mon petit défaut, là, je dirais, d'athlète. Mais c'est juste ton horaire adapté. Là, parce que, c'est ça. Mettons, moi, je m'entraînais tôt. Fait que, je peux pas me coucher tard, mais si tu peux, comme fais-le, c'est comme tu décales. Exact. Toi, ça ressemble à quoi une journée typique? Nous autres, c'était 6 jours semaine, donc du lundi au samedi. Okay. On s'entraînait 2 fois par jour, des fois 3, mais c'est comme un peu les combinés. Là, on faisait 1h30 de glace le matin avec un combiné, soit de vélo ou quelque chose comme ça. Puis en après-midi, on faisait du gym, soit du vélo, soit du patin. Enfin, on passait toujours 2 fois par jour, plus on additionnait un vélo, soit un gym, soit la course à pied ou un entraînement connexe ou yoga. On a commencé trop tard. Là, on aurait dû faire du yoga bien plus tôt que ça pour justement délier. Moi, j'ai fait en sorte de par moi-même de vouloir m'améliorer dans ma souplesse, ce qui était une bonne chose pour ma longévité puis m'éviter de me blesser plus souvent qu'autrement. Mais ça, c'est fait que des fois, c'est deux entraînements de glace par jour, un entraînement complémentaire, 7 jours semaine. Le samedi, on avait juste un entraînement, deux le matin. Puis on avait comme une journée et demie de break le samedi après-midi, puis le dimanche. Puis on retournait sur la glace le lundi matin à 8 h. C'est du travail. Est-ce que de surexploiter son corps de même, ça a des impacts négatifs? Tu sais, t'es un athlète, on pense que t'es en forme, mais il y a des marathoniens qui, on dirait que des fois, ils pètent du cœur parce qu'ils en donnent trop à leur corps. Toi, rendu à la retraite, est-ce que tu sens que tu as peut-être trop surexploité ton corps? Bien, je pense qu'un athlète, naturellement, va toujours plus utiliser son corps physiquement qu'une personne normale qui va s'entraîner normalement 3-4 fois semaine, un entraînement d'1 heure. Nous autres, c'est notre job de s'entraîner. C'est plus entre 30 et 40 heures semaine là, d'entraînement. Donc, c'est sûr qu'il y a une charge supplémentaire pour les athlètes, mais tu peux compenser en prenant soin de ton corps, un peu comme Marjorie l'expliquait, en faisant de l'étirement, faire de la récupération, limiter un peu les dommages que tu créerais, puis faire en sorte de ne pas... mettons... on nous expliquait un peu, mettons, le dos, les jointures entre les vertèbres dans le dos, c'est comme un peu une carte de crédit, une carte en plastique de crédit. Mettons que tu plies, maintenant elle revient droite. Puis là, tu applies, elle revient droite. Mais si tu applies pendant genre 100 coups, maintenant elle vient moins droite. Et donc 2000 coups, là, elle vient plus. Puis 10 000 coups, maintenant elle casse. Mais ton dos, c'est un peu ça, tu sais. Puis je ne peux pas dire le nombre de coups tu peux pencher ton dos, on le penche 1000 fois par jour, tu sais. Mais un moment donné, si tu le surexploites, même année, ton dos, tes jointures sont rendues fatiguées, puis ils veulent plus plier ou ils plient mal. C'est un peu ça. C'est faire en sorte de limiter ça, de ne pas les utiliser, les surutiliser pour rien, pour faire en sorte de les garder en santé le plus longtemps possible. Mais c'est sûr qu'il y a une surutilisation. Fait que c'est sûr que notre corps va vieillir plus vite après ça quand on prend notre retraite. Mais c'est justement, le but, c'est que quand tu deviens un athlète, de faire en sorte de faire attention le plus possible à ton corps pour quand que tu sors de ta carrière d'athlète, ton corps reste quand même relativement en santé. C'est de s'entraîner intelligemment, finalement.
Si je te demande, mettons, là, jusqu'à maintenant, là, je m'en vais dans une question un peu plus plate. Là. OK. Jusqu'à maintenant, ton moment le plus difficile dans ta carrière? Oh, ben là, je pense qu'on en a parlé. Je pense vraiment que c'est le début de l'adolescence, quand j'ai réalisé que mon corps changeait, puis là, je me trouvais plus aussi belle qu'avant sur les vidéos, puis que j'ai commencé à avoir des commentaires. Là, je pense que c'est ce moment-là, ouais, vraiment, qui m'a comme marquée. Puis parce que c'est sûr, t'as des défaites, tu fais des erreurs. Puis là, mais moi, je pense que ça, c'était ma plus grande défaite personnelle, de m'avoir permis de pas être satisfaite de mon propre corps, puis un peu de le détester, alors que d'être sportif, c'est au contraire, il faut que tu aimes ton corps, il faut que tu en prennes soin. Puis c'est ça que je fais aujourd'hui par la récupération et tout. Mais je pense que ça, c'est mon pire moment, là, c'est de ne pas avoir aimé mon corps là, au début de l'adolescence. Est-ce que, outre le fait que tu as été voir un médecin avec ta mère pour te dire « Hey, t'es correct », est-ce que tu as eu du soutien psychologique? Pas beaucoup, parce que je pense que j'ai eu peut-être... Ma mère est psychologue, là, fait qu'elle m'a beaucoup aidée. Là, j'ai eu beaucoup de support. J'ai du soutien psychologique, évidemment, pour le sport. Puis maintenant, oui, c'est tellement important. Mais par rapport à ça, pas vraiment. Je l'ai comme réglé moi-même. Là. Je me suis dit, non. Là, j'ai presque fait l'inverse. Je suis rendue addict au dessert. Je veux dire, je me le permets parce que je me suis quasiment trop empêchée pendant cette période-là. Puis on dirait que là, ce que je veux montrer, c'est que tu peux te gâter, puis tu peux enjoy ce que tu manges, puis on s'en fout un peu de ton poids tant que tu es capable de faire ce qu'il faut que tu fasses pour ton sport. Fait que moi, j'enjoy au moins minimum 1 à 2 fois par jour mon dessert, puis je l'enjoy là, comme une débile. Là. C'est comme, j'enjoy encore plus manger qu'avant. Là. Fait que, ouais. Non, je l'ai réglé vraiment par moi-même, mais je veux dire, je pense que si quelqu'un est là-dedans, là, c'est vraiment bon d'avoir de l'aide psychologique. Là. Je l'ai probablement eu inconsciemment par ma mère qui est psychologue et tout, là, mais je me suis dit non, ça suffit. Là. Quand j'étais vraiment là-dedans, puis que j'aimais pas mon corps, puis je m'empêchais un peu, je me limitais, puis j'ai eu un commentaire négatif sur mon poids, puis on dirait que c'est là que j'ai fait le déclic. Je dis, OK, ça sert à rien ce que je fais. Fait que je vais faire l'inverse. Je vais enjoy parce que de toute façon, je vais toujours avoir des commentaires négatifs. Puis finalement, ben ça s'est comme réglé par moi-même, mon corps, puisque la puberté, à un moment donné, comme on s'est dit tantôt, ça se place. Puis tout va bien. Puis là, je suis vraiment contente. Fait que... Si on met à part vos carrières professionnelles, là, est-ce qu'un homme athlète de haut niveau gagne mieux sa vie qu'une femme athlète de haut niveau? Ou c'est-tu plus facile financièrement? Ben, je pense que si on parle de quand moi j'ai commencé, c'est sûr que, un peu comme dans tous les sports professionnels, on voit un gros changement dans les dernières années. L'égalité entre les hommes et les femmes, mettons au tennis, au soccer, au hockey et tout. C'était pareil là, au niveau amateur, là, au niveau olympique. C'est sûr que dans le temps, c'était plus marketable un homme qu'une femme. C'était malheureux, mais c'était ça la vie. T'sais. Mais maintenant, je suis pas mal sûr que c'est pas mal légal. Puis même, je fais partie d'une agence encore au niveau canadien. Puis mon agent a vraiment des bonnes athlètes féminines. Puis je suis pas mal sûr qu'ils font pas mal plus que moi quand que j'étais avec lui au niveau des commanditaires. Fait que, c'est un peu la tendance a changé. Là. Puis les femmes sont vraiment mises de l'avant plus que jamais. Donc, c'est à l'avantage pour les athlètes aussi. J'avais fait des petites recherches avant le podcast, puis il disait qu'aux Jeux de Rio, si je me trompe pas, on avait une participation à 48 % de femmes versus 52 % d'hommes. Ça a été les Olympiques les plus égalitaires qu'il y a eu dans l'histoire du sport. Puis les Jeux olympiques seraient l'événement sportif le plus égalitaire, si on veut, au niveau des hommes et des femmes. Toutefois, ce que j'ai lu, par exemple, c'est que au niveau journalistique, on va encore plus glorifier les performances masculines, les hommes. Puis aussi, les records mondiaux en termes de performance, les hommes sont toujours un peu plus... Il y a comme une disparité de... Il y a comme des chiffres, là, c'est entre 0 point, je sais pas trop quoi, là. C'est pas tant que ça, mais reste que, tu sais, les hommes ont un avantage physique, physiologique sur les femmes. Puis, bref, les journalistes vont glorifier davantage les performances masculines. Je pense qu'au Jeux de Rio, ça a pris comme 8 jours avant qu'il y ait un athlète masculin qui mette une médaille sur le tableau aux derniers Olympiques. C'était juste des médailles de femmes. Puis, quand il y a un homme qui a finalement eu une médaille, c'était comme la grosse affaire. Mais bon, elle a bien performé, tu sais, elle a eu une petite médaille. Puis, ça aurait des répercussions
au niveau des salaires, au niveau des moyens que les femmes ont pour avoir des entraîneurs, pour avoir des commanditaires, etc. Fait que, mais je pense qu'effectivement, il y a une tendance à ce qu'il y ait plus d'équité, égalité dans le sport. Ça fait du bien d'entendre ça. Oui, ben moi, à chaque fois que j'ouvre ma télé, je vois du hockey masculin, je vois du tennis, du golf, puis je suis comme, tu sais, c'est beau, là, puis il faut continuer à promouvoir le sport, mais ce serait vraiment beau s'ils faisaient ça aussi pour les femmes, ou tu sais, les sports comme patinage vitesse, patinage artistique, c'est pas autant, ben vraiment pas autant à la télé, tu sais. C'est des sports, je pense qu'on peut appeler ça amateur, puis sport professionnel. Puis dans le sport professionnel, tu sais, je suis pas une spécialiste de ça, mais c'est beaucoup les hommes qui sont mis de l'avant. Là, de plus en plus, les femmes, on en parle, puis c'est tellement important. Mais je pense que ce qui est regardé, ben c'est ce qui est payant, puis ce qui est le plus regardé, malheureusement, ou, tu sais, je veux pas faire, mais c'est les hommes encore aujourd'hui, tu sais. Fait que je pense que ça joue sur le salaire. Tu sais, si les gens regardent plus le hockey masculin, ben c'est le hockey masculin qui aura l'argent. Je pense que c'est logiquement. Mais je pense que c'est en train de changer tranquillement puis vers la bonne direction, tu sais. Est-ce que vous gagnez bien vos vies en tant qu'athlète? Tu sais, tu t'as mis au-dessus de 20 ans dans ta carrière. Tu réussissais-tu à bien gagner ta vie? De faire des économies pour après ou tu étais tout le temps even? Ben, moi, j'ai eu la chance d'avoir être dans un sport qui était quand même populaire au Canada, Ouais. au Québec surtout, puis d'être un athlète aussi qui gagnait année après année. Puis j'ai eu aussi un agent qui a fait en sorte qu'il m'a bien promu pour avoir les commanditaires. J'ai eu plusieurs commanditaires durant ma carrière, durant toute ma carrière en fait. Ce qui a fait en sorte justement que j'ai pu faire en sorte d'avoir un bon coussin pour mon après-carrière. Puis d'enlever un peu un stress de comme je finis ma carrière, il faut que je me trouve tout de suite quelque chose de payant, de faire la transition, de bien faire la transition, d'avoir un peu l'esprit tranquille, faire en sorte que je peux me concentrer sur ce que je veux vraiment faire au lieu de prendre la première opportunité qui me tombe sous la main puis dire OK, oui, j'accepte puis je me lance là-dedans. De réfléchir puis dire OK, je veux m'en aller là dans 5 ans. Comment je fais pour y arriver? Puis qu'est-ce que je dois acquérir pour me rendre où je veux aller? Fait que j'ai un peu cette paix d'esprit-là. Puis tu fais quoi? Ça, si je parle de moi, Oui, c'est ça. Oui. Un peu exceptionnel. Tu sais, un Michael Kingsbury, un Alexandre Bilodeau, un Benoît Huot, tu sais, c'est tous des athlètes olympiques ou paralympiques qu'on connaît tous. Mais il y en a bien plus que juste 1 ou 2 par sport. Là, une vingtaine, une trentaine, mais c'est pas la réalité de la majorité. C'est le 1% là, des athlètes sportifs là, qui vivent ça. Là, c'est pas un marché qui est très, très, très lucratif, là, être athlète olympique. Là. Dans le fond, c'est comme quand tu es dans les tops, tu as plus de visibilité, tu as plus de commanditaires. Dans le fond, tu gagnes ta vie avec des commanditaires. Pas juste le top, là. le top du top. Tu comprends? Oui, c'est ça. Parce que, tu sais, être au top, tu peux être 5e au Canada. Ouais, mais tu n'auras pas la même visibilité que la personne que ça fait 5 ans ou 10 ans qui est premier au Canada. Tu comprends? Ouais. Mais c'est ça, c'est là que c'est rendu difficile. Tandis que, mettons, tu regardes un athlète professionnel, la PGA en golf, le gars, il est 200e au monde, puis il fait 10 fois le salaire que moi je vais faire dans une année. Tu comprends? Mais je réussissais à pallier à mon salaire d'athlète par les commanditaires, faire en sorte de prendre cet argent-là, la mettre de côté, pas y toucher, faire en sorte que, OK, quand je vais avoir besoin d'argent, mais je vais être capable d'aller en chercher là. Puis même si je suis capable de la garder jusqu'à ma retraite, ben, ça sera un bon coussin pour quand je vais prendre ma retraite après ma carrière, ma deuxième carrière après ma carrière sportive. Oui, parce que ça coûte cher, là. Je veux dire, il faut que tu payes tes entraîneurs, ton équipement, tes voyages, tes. Très cher. Ouais. Le Toi, patin, là, de ton c'est très, côté? très cher. Oui, c'est reconnu, là, le patinage artistique, comme étant un sport extrêmement cher. C'est juste, je peux te dire, les robes, là, on en a 2 par année, puis c'est environ 5 000 par robe par année. Fait que déjà, tu as 10 000 5 000? de costume. Puis je dis pas que c'est ça pour tout le monde, mais tu sais, pour le top niveau, tu te bats contre des robes de 5 000, fait qu'il faut que ta robe... Ben, tu sais, t'es pas obligé, là, je veux dire, je veux Mais pas t'es un peu dire... jugé par ton look aussi. Là. Ben oui, puis surtout en danse sur glace, là, exact. Parce que le côté, l'histoire de ton programme, c'est très, très important. Puis moi, c'est un côté que j'aime beaucoup. Puis tu sais, faut que tu te sentes bien dans ta robe, faut que tu aimes ta robe ou ton costume, tu sais. Fait que c'est un côté important. Puis tu sais, évidemment, on a de l'argent du gouvernement, on est cardé à un certain niveau, mais cet argent-là, elle vient pas dans tes poches, tu la mets pour payer tes entraînements. Puis moi, je peux le dire, je sais pas pour vous en patinage vitesse, mais c'est busté, là. Je veux dire, il faut que tu sortes de l'argent de tes propres poches pour payer tes entraînements. Fait que c'est vraiment cher, là, le sport, là. Mais tu sais, la différence entre le patin artistique et le patin de vitesse,
C'est que vous devez payer ça. Il faut qu'ils payent leur coach, leur glace, leur voyagement, leur hôtel. Nous, la majorité des années de ma carrière, je devais verser 0$. C'est comme tu faisais partie de la fédération avait les commanditaires pour payer les voyages aux athlètes. Donc, c'est pas nous qui payons les coachs, c'est pas nous qui payons la glace, c'est pas nous autres qui payons les voyages. Fait qu'on était comme pris en charge par la fédération. Depuis, je pense, ça fait peut-être 5 ou 6 ans, là, on donne un frais d'athlète. Donc, pour faire partie de l'équipe, il faut que tu verses un montant pour faire partie de l'équipe nationale. Après ça, cet argent-là est remis, est redonné aux athlètes pour avoir des meilleurs services et tout. Mais c'est un autre monde. Là. On ne paye pas de 10 000 c'est notre soute de patin coûte environ, mais pas loin de ça. Là, je dirais entre 2500 et 5000, tout dépendant des fabricants. Mais c'est pas nous qui le payons. Là. En fait, c'est même pas la fédération, c'est la compagnie qui conçoit le vêtement, c'est le commanditaire de l'équipe. Donc, il nous le fait gratuitement. Pour un certain nombre, éventuellement, si on dépasse, s'il y a des bris et qu'on doit en prendre plus, là, éventuellement, on doit les payer. Mais pas nous, mais la fédération, mais on a beaucoup moins de dépenses. On a un sport qui est moins lucratif. On est la même fédération, c'est l'ISU, c'est l'International Skating Union, mais on fait partie de la même fédération. Sauf que eux, leur sport, leur popularité, c'est le sport le plus populaire de la fédération. Il y a le patin artistique, tu as le patin de vitesse longue piste, et puis tu as le courte piste. C'est les 3 grands sports. Mais nous, on est vraiment le sport avec le moins de visibilité. On est le moins populaire. C'est celui qui est moins regardé année après année à la télévision. Puis tu tombes l'année olympique, c'est un des sports les plus regardés parce qu'on n'en voit quasiment pas à la télévision. C'est un peu ironique parce que c'est comme le sport longue piste, c'est très populaire en Europe, en Asie. Fait que, il en présente beaucoup à la télévision. Fait qu'il y a une popularité. Le patin artistique, que ce soit en Amérique ou en Europe ou en Asie, c'est présenté partout. Mais en courte piste, c'est très rare que c'est présenté à la télévision. Fait que c'est pour ça que notre popularité est plus bas. Fait que c'est pour ça que notre sport est un peu moins lucratif. Mais c'est un peu... On est chanceux de ne pas avoir tant de charges financières à débourser pour notre sport. Mais on gagne moins, mais eux, ils gagnent plus, mais ils ont plus à débourser. C'est un peu, ça revient un peu à égaliser les choses. Là. Okay. Mais tous les sports sont différents. Il n'y a pas un sport qui marche pareil. Là. Donc, le ski alpin, il faut que tu payes une affaire, des tonnes d'argent pour faire partie de la fédération. Puis si tu ne payes pas, tu ne peux pas faire la compétition. C'est la vie, mais comme tous les sports sont différents, ça marche à des niveaux différents. Donc, c'est chanceux ou malchanceux, mais... On essaie de faire notre vie le mieux possible, mais c'est pas toujours facile. Mais on essaie d'avoir de l'aide d'un peu partout. Quand tu réussis à avoir de l'aide, soit de la famille, soit de l'extérieur, des commanditaires qui sont super gentils d'aider les athlètes, c'est toujours bienvenu. Puis peut-tu avoir une jalousie entre athlètes de différentes nations, comme aux States? D'après moi, il n'y a pas cette question-là, puis t'es full blindé par Encore là, les programmes. Ça reste un peu dans le même optique qu'au Canada, parce que, mettons, je parle pour mon sport, là, le patin de vitesse est encore moins populaire aux States que celui-là au Canada. Mais malgré ça, dès que tu deviens un athlète d'exception là-bas, tu fais à peu près 10 fois plus que qu'est-ce que tu ferais au Canada. Parce que, mettons, par exemple, tu gagnes une médaille olympique d'or au Canada, tu fais 20 000 $. Tu fais pas 20 000 $, parce que tu dois payer des impôts dessus, tu as 20 000 $ là. Donc, c'est un peu caché, mais aux States, ils gagnent 150 000 quand tu gagnes une médaille d'or. Donc, c'est juste là, puis c'est par médaille. Là. Si l'athlète arrive et gagne 4 médailles d'or, mais... OK, or, mais y a-tu or, argent, oui, bronze? Mettons, j'ai pas les chiffres exacts. Okay. J'ai dit 150, ça peut être 120, ça peut être 200. C'est comme... Fait que Simon Biles est riche. Oui, exactement. Michael Phelps. Mais c'est juste par ses médailles, mais elle a des commanditaires personnels qui font en sorte que, c'est... D'ailleurs, quand moi je compétitionnais, il y avait Apollo Antonono, un patineur de vitesse qui est reconnu mondialement. C'est un des meilleurs de la planète. C'est sûr qu'il a gagné des millions de dollars là, en faisant son sport. J'allais dire il a triché. Il n'a pas triché. Il a fait une émission Dancing with the Stars. Il a gagné. Ça l'a rendu hyper populaire. Puis il a fait en sorte de gagner beaucoup d'argent par rapport à ça. En fait, le monde aux États-Unis reconnaissait plus Apollo parce qu'il a fait Dancing with the Stars que les performances. Il disait, c'est qui il montrait une photo, c'est qui lui? Il a gagné Dancing with the Stars. Puis là,
Mais il a aussi gagné genre 8 médailles olympiques. Ah, OK. Wow. C'est un peu ironique, mais voilà. Tu as gagné une médaille d'or à Vancouver devant les tiens, mais tout seul, puis tu avais fait un record olympique aussi. Ouais. Pendant ce temps-là, ça a été quoi ton feeling quand tu as traversé la ligne puis tu savais? Ah, ben, je te dirais que cette course-là, je l'ai finie à reculons. Parce que le gars qui était en avant de moi, il a tombé, il m'a accroché le patin, j'ai fait un twist. J'ai fini un peu en faisant un double boucle piqué. Non, j'irai pas jusqu'à là, mais parce que je me suis senti un peu patineur artistique pendant la fin de ma course. Puis j'étais un peu dans l'incertitude, parce que dans le fond, en courte piste, il y a un règlement qui dit si tu finis hors de contrôle, il y a un règlement qui dit que tu peux être disqualifié. T'sais. Dans le fond, il faut que les 2 lampes soient sur la glace. Fait que c'est un peu de mon but. C'est comme quand j'ai passé la ligne, OK, mes 2 lampes sont sur la glace, j'ai pas mes patins levés, j'étais pas en contrôle, mais j'ai passé la ligne le plus en contrôle que je pouvais, tu sais. Puis... Ça se passe vite dans une tête, ça, là. Dans une course full vitesse. Ouais. C'était à combien quand tu... ben, j'ai passé la ligne peut-être à 45-50 km/h, là, tu sais. Ouais. Tu as battu un record quand même? Ouais, mais ça, je l'avais battu la course d'avant, en demi-finale. ok. Ouais. Puis après ça, c'était sur le bord de la glace, c'était sur le bord de la bande avec ton coach. Puis là, on se tape des mains, j'ai fini premier. Mais là, après ça, c'était comme l'arbitre va voir la reprise vidéo. Fait que là, il regarde la vidéo. Là, il prend sa décision. Fait que là, tu regardes le tableau. Puis là, il prend ses décisions. Fait que il dit au steward. Fait que là, tu regardes. Puis là, c'est un genre de 5 minutes. Mais pour moi, ça dure genre 3 heures. Là. Je suis comme, aïe, je peux-tu avoir une médaille ou pas? Là, je sais pas. Fait que là, je regarde. Puis là, je vois mon nom en haut du tableau. Je suis parti à brailler. J'ai capoté ma vie. J'ai gueulé ma vie. J'étais avec mon coach. Puis c'était un des plus beaux moments de ma vie. Tu sais, de vivre les Olympiques, c'est nice. Les vivre dans ton pays, c'est encore incroyable. Puis de gagner une médaille avec ta foule, c'était un moment exceptionnel. Puis après ça, 30 minutes après, j'ai gagné ma médaille d'or avec mon frère au relais. Donc, 30 minutes plus tard? Ouais. OK, c'est... Ouais, c'est back-to-back. Ouais, parce que c'était la dernière journée. C'est une bonne journée au bureau, ça! Le patin, c'est toujours comme ça. La dernière journée, c'est toujours 500 mètres, puis après ça, relais masculin. Puis ça, il y a 30 minutes entre les deux de repos. Donc, revenez dans la chambre, t'es comme... Émotionnellement tout le monde aussi, te rentre dedans, tout le monde te serre, tout le monde te fait des câlins. Puis là, après ça, t'es comme, OK, refocus, OK, on s'en va faire le relais, gars, let's go, faut gagner ça. Finalement, on a gagné aussi, fait que ça a été un relais exceptionnel. T'sais, on avait une stratégie spéciale on a appelé Opération Cobra. On a détruit la compétition, on a fait en sorte de gagner ça haut la main, puis ça a été souvent une peu belle journée à vie dans le courte piste là, dans ma carrière. Certainement. Avec raison. Certainement. Toi, de ton côté, ta plus belle journée à vie dans ta carrière jusqu'à maintenant? Le premier truc qui m'a sauté dans la tête, c'était les championnats du monde junior, bizarrement, parce que vraiment, je dirais que la plus belle journée, c'est vraiment d'aller aux Jeux olympiques puis de bien patiner aux Jeux olympiques. Mais les championnats du monde junior, c'était vraiment spécial parce que les derniers qui ont gagné, c'était Tessa Virtue puis Scott Meyer. Fait que pour les derniers Canadiens d'avoir gagné. Fait que pour nous, de le gagner après eux, c'était comme vraiment un honneur. Puis de voir un de mes coachs il nous pousse vraiment, puis il y avait comme la larme à l'œil. J'étais comme vraiment émue. Puis, ouais, ça, j'étais vraiment fière. On l'avait gagné avec un record du monde junior. Fait que, tu sais, c'est junior, tu sais, c'est pas senior, mais ça nous a comme mis un peu sur la piste. Puis après ça, tout le monde se mettait à comparer un peu avec Tessa Scott. Fait que ça nous a comme donné un petit coup en arrière. Là. Puis la compé juste avant, c'était une finale Grand Prix, toujours junior. Là. J'aime vraiment le nommer parce que j'aime pas quand les gens ils se nomment champion du monde alors que c'est junior. T'sais, pour moi, c'est tellement un honneur d'être Tu restes quand même champion du monde. Oui, mais... champion du monde, mais pour moi, c'est comme important de le nommer. Fait que dans la finale Grand Prix junior, c'était au Canada. Puis 1, 2, 3, c'était Russe, puis 4, c'était nous, les Canadiens. Fait que c'était comme, puis c'était à 0,6, genre, du podium. Là. Puis c'était contre ces mêmes... Or, argent, bronze, c'est la Russie? Ouais, et si je me souviens bien, c'était, je pense, je vais pas dire n'importe quoi, ou russe, américain, nous, mais il me semble que c'était comme russe. Nous, à 0,6, puis c'était au Canada devant notre foule de la maison. Puis quelques semaines plus tard, c'était les championnats du monde junior. Là, on s'est comme, tu sais, au lieu de se laisser comme abattre par ce Firefox, on s'est comme battu, puis finalement, on a gagné haut la main avec un record, tu sais, devant les personnes qui nous avaient battus à la finale. Fait que pour moi, c'était comme...
c'était vraiment hâte de remonter de cette compé-là qui était chez nous, puis qu'on a comme perdu le podium, puis d'aller regagner les championnats du monde junior après que ce soit Tessa Scott, les derniers Canadiens. Fait que moi, je dirais que c'est ça ma plus grande réussite dans le sport pour l'instant, même si je suis allée au jeu, tu sais, ça, c'était cool, c'était une belle expérience, mais je dirais que ça, c'était comme on the top, là. Je pense que, tu sais, au niveau des entraînements, il y a beaucoup d'athlètes de l'extérieur qui viennent s'entraîner au Québec, je pense. Oui. Ouais. Oui, IAM, c'est Ice Academy of Montreal. Ça se Ils ont fait passe un documentaire, Oui. j'ai vu ça, ces deux. pré-Jeux olympiques. Là, Ouais. On a fait... je veux dire, on avait comme toutes les tops. Ben, encore aujourd'hui, on a pas mal les tops. C'est la plus grande école de danse sur glace au monde, puis c'est ici à Montréal. C'est pas tant connu, fait que c'est bon qu'on en parle. Là. Je veux dire, c'est vraiment hot que des Montréalais, Québécois ont créé la plus grosse école de danse sur glace au monde. T'sais, d'habitude, c'était en Russie, aux États-Unis. Là, c'est ici, chez nous, à Montréal. Fait que c'est vraiment cool, puis c'est super inspirant. Je m'entraîne avec tous les top danseurs sur glace au monde de partout, même Australie, Chinois, Japon, c'est de partout. Fait que c'est super inspirant, puis c'est super cool, puis ça crée une petite famille, tu sais, fait que c'est... Famille, mais en même temps, c'est tes rivaux. C'est mes là. rivaux, exact. Mais c'est ça qui est beau en même temps. On voyage ensemble, mais c'est pas canadien, c'est pas l'équipe Canada, mais même s'ils viennent de d'autres pays, on s'entraîne ensemble à tous les jours, puis on vit ces expériences-là. Puis quand un de mes teammates gagne, un peu comme tu as dit, tu sais, je m'entraîne avec eux, puis c'est mes coachs d'ici qui les ont comme créé, poussé. Fait que non, pour moi, c'est vraiment, c'est beau, puis c'est grâce à eux si je me pousse plus. Parce qu'ils sont entraînant avec tes compétiteurs que tu t'améliores, je pense, vraiment beaucoup. C'est très intelligent parce que c'est vrai qu'elle a raison. Tu veux t'entraîner avec les meilleurs pour redevenir meilleur. Ouais. Si tu t'entraînes tout le temps chez vous, toute seule, tu sais, donc j'aurais jamais été capable d'être l'athlète que j'ai été sans mes coéquipiers. J'ai patiné, on a eu une équipe exceptionnelle qui a fait en sorte on s'est toujours tiré vers le haut. On a toujours voulu rester les meilleurs au monde, puis on l'est resté. Mais c'est smart parce qu'en patin artistique, c'est tellement pas ça qui se passe. C'était une mentalité comme dans notre pays, avec nos entraîneurs, avec nos. Là, de regrouper, c'est comme wow. Puis quand j'ai vu ça, le documentaire, j'étais comme très C'est smart. cool, hein? Ouais. Très smart. Ouais. Comme bravo, Ouais. là, tu sais. Marie-France Dubreuil puis Patrice Lauson. Ouais, avec Patrice Romain Lauzon, comme, Eganauer, ouais. wow. Tu sais, j'étais Ouais. comme. C'est Smart vraiment move, là. cool. Tu sais, c'est hot. C'est Ouais. hot pour vous autres parce que vous, justement, ils inspirant. s'entraînent avec les meilleurs. Oui. Fait que, tu sais, tu vois ce qu'ils font. C'est à quoi Tu vas t'attendre, les imiter, Ouais. t'es imites, là. Tu sais, Ouais. c'est ça le sport aussi, là. C'est comme, tu vois, OK, telle personne fait ça comme ça, Ouais. je vais l'essayer. Tu l'essayes, ça fonctionne, c'est dans ton bagage. Tu le fais maintenant. Si tu le vois pas faire en entraînement, tu peux pas savoir qu'est-ce qu'il fait. Tu le vois juste en compétition, tu le vois une fois ou deux par compétition. Mais là, tu le vois à chaque jour, à tous les jours, faire 10, 15, 20, 30, 40, 50 fois. Exact. Ça rentre. L'athlète va apprendre beaucoup par lui-même, mais le visuel fait en sorte de la visualisation aussi. Mais comme le visuel, tu apprends beaucoup par. Moi, j'ai appris beaucoup comme ça. Je regarde les moves des autres, je suis comme, OK, il fait ça comme ça. Je vais l'essayer. Finalement, c'est une façon d'apprendre beaucoup. Fait que de pouvoir. C'est une méchante belle chance que vous avez. Ouais, de voir comment ils s'entraînent, c'est pas juste le résultat final, parce que c'est bien bon un résultat final, mais comment ils se sont rendus là, tu sais, c'est ça qui est inspirant. Puis aussi, de pas avoir eu à déménager. Ça, j'étais vraiment contente d'avoir ça chez nous, parce que sinon, on aurait peut-être, si on voulait se rendre au top, il aurait fallu déménager. Fait que c'est comme arrivé au parfait moment où est-ce que j'ai pu rester chez nous, puis de pas avoir eu à me déplacer. J'ai eu besoin, quand on s'est split, à déménager aux États-Unis pendant le mois ou deux, là, que ça n'a pas marché avec Zach, puis qu'on est revenus ensemble finalement, puis j'ai tellement détesté ça. J'ai jamais pleuré de même de ma vie. Là, de quitter ma famille à 15 ans. Moi, je suis tellement proche de mes parents, de mes frères. Je veux dire, je me souviens, l'oreiller était rempli d'eau, j'étais pas bien. Le coach, j'ai vraiment pas aimé l'expérience là-bas. C'était un coach mentalité comme ancienne mentalité. Là, il était comme russe. Puis j'ai dit à mon père puis ma mère, si je m'en vais pas de là, j'arrête de patiner. Comme moi, je fais ça parce que j'aime ça. Là, j'ai vraiment pas aimé ça. Fait que de revenir puis d'avoir l'option d'avoir Marie-France, Patrice, Romain, toute l'équipe ici avec les tops, ben là, good. J'étais bien placée. Fait que d'être chez nous, j'étais vraiment reconnaissante pour ça, là, d'avoir eu l'option. Puis je sais que c'était leur objectif parce qu'eux ont eu besoin d'aller en France s'entraîner. Puis même chose, Patch avait dit, ça l'avait fait comme chier d'avoir dû quitter sa famille, puis d'aller s'entraîner en France, puis d'être comme tu bouges, puis tu dis bye à tout le monde. Fait qu'eux autres, je pense que c'était aussi leur objectif, c'était que les Québécois, les Montréalais n'aient pas à bouger, puis de créer une bonne école ici. Fait que ils ont réussi avec nous autres, on a pu rester chez nous. Fait que ça fait du bien. Ça fait du sens aussi parce que, si je me trompe pas, je pense que les Québécois ou l'équipe Canada a toujours été assez forte aussi en patinage artistique. Oui, mais vraiment, les tops, c'était comme Tessa Scott, il était allé s'entraîner aux États-Unis, je pense, si je me trompe pas.
avec des Russes, justement. Ils ont tendance à aller aux États. Fait que, oui, les Québécois étaient forts, mais ils ne s'entraînaient pas nécessairement au Québec. Mais il y en avait, là, je ne vais pas dire qu'il n'y avait pas des bonnes écoles, mais avant Mary Patch, pas vraiment des tops comme ça. Là. Ils ont à côté là, toutes les autres écoles des autres pays, là, vraiment. C'est quoi déjà le nom du documentaire pour ceux qui voudraient le regarder? Je ne me rappelle plus. Je peux le regarder en ligne. On the Edge. Je pense que c'est On the Edge. On peut regarder. Fait que On Edge, ouais. Mais je pense que ça revient à 1 heure, 1 heure et quart, mais comme c'est comme divisé en 10. C'est ça. Épisodes. Ouais. OK. Ah, c'est cool. Ouais. Ouais. Ben, si jamais vous voulez voir la réalité un peu puis comment ça se passe, t'es dedans? Un petit peu, ouais. Mais ils ont On mis voit. vraiment ceux qui se battaient plus pour la médaille, mais on peut me voir un petit peu en background m'entraîner. Puis c'est ça, ça s'appelle On Edge. Donc, si vous êtes intéressé, ça peut être très intéressant. Marjorie, qu'est-ce qui s'en vient pour toi à moyen long terme au niveau athlète personnel? Fait que là, dans 2-3 jours, je repars en Chine pour la finale Grand Prix. C'est notre première finale Grand Prix. Ensuite, il y a les championnats du monde qui sont à Montréal, au Centre Bell. Donc, si vous voulez Je veux y venir- aller! Oui, ouais. Puis les billets, pour vrai, ça se vend vraiment vite, là. Fait que, let's go. Je sais que c'était supposé être à Montréal la première année de la COVID, puis ça a été annulé. Puis c'était sold out. Fait que, si vous êtes intéressés, là, ça va être vraiment cool. Ça fait, je vais pas dire n'importe quoi, mais comme 75 ans que ça n'a pas été à Montréal, là. Fait que profitez-en, là. C'est un gros événement pour le patinage artistique à Montréal. Donc ça, c'est court terme, là, dans ma carrière sportive. Puis plus personnel, j'avais fait en 2018, après avoir gagné les championnats du monde junior, j'avais fait un show pour l'autisme, pour amasser de l'argent. Donc ça, c'est un autre projet plus personnel que j'aimerais réaliser dès que je vois l'opportunité d'avoir le temps. Là, avec la COVID, j'avais dû annuler mon prochain, puis là, il y avait les jeux. Fait que j'aimerais ça trouver le temps de le faire. Là, c'est un gros projet, mais ce serait cool de C'est faire ton ça. frère qui est atteint de Oui, ça. mon hein? petit frère, il a un trouble dans le spectre de l'autisme et je suis vraiment proche de lui. Il est très, très inspirant pour moi. Là, je veux dire, vivre au quotidien avec un handicap, là, c'est vraiment pas facile. Puis il vit tellement bien. Puis c'est un petit gars très, très social. Tu sais, souvent, eux qui ont un trouble dans le spectre de l'autisme sont plus fermés, mais lui adore parler au monde. Fait que pour moi, de ne pas avoir peur de ce qu'il est, puis tu sais, de vivre pleinement sa vie. Là. Il est passionné par le judo. Fait que même s'il est dyspraxique, tu sais, il va puis il fait son sport qu'il aime de tout son cœur. Fait que pour moi, c'est quelqu'un qui a réussi dans la vie, même s'il n'aura jamais de médaille olympique. Pour moi, c'est un gagnant. Là. Fait que... Le nom de la fondation? Là, il faut que je choisisse ma fondation. J'avais fait avec la Fondation de l'autisme, mais je pense qu'ils ont changé de nom. Donc, je vais vous revenir avec ça. Là. Il va falloir que je trouve... Ouais, je pense qu'ils sont rendus un peu plus gros. Ils ont eu un partenariat avec une autre. Fait que je vais chercher le nom, mais stand-by pour ça. Puis le show s'appelle Patinage atypique, que j'avais fait en 2018. Donc, ça va être le même nom, le patinage atypique. Très nice. Très bientôt, je l'espère. C'est nice que tu puisses aussi redonner à ta communauté. Puis, Ouais. si vous avez un don à faire, ben, vous savez où aller. Merci. Toi, mon jeune retraité, moyen long terme, qu'est-ce qui se passe? En fait, moi, je fais partie. Je travaille comme une personne normale, là, lundi au vendredi. Je suis avec un de mes bons amis, le Benoît Huot. On travaille pour la même compagnie qui s'appelle Elios. On est directeur des opérations. Enfin, on gère des piscines, des arénas, des parcs, etc. Tout ce qui est au niveau récréatif. Puis on est en train de partir une fondation pour aller rejoindre les jeunes qui cherchent un emploi parce qu'on est en pénurie de main-d'œuvre, surtout pour les sauveteurs. Puis donc, pour nous, notre but, c'est que le monde fasse leur cours de sauvetage pour justement devenir sauveteur dans les piscines. Tellement de bel job d'étudiant, ça, soit dit en passant. Oui. T'es bien payé. Ouais, c'est ça qui me semble, c'est Puis, payant. Genre, moi, je me souviens, quand j'étais jeune, moi, j'ai jamais aimé beaucoup l'eau parce que j'avais des problèmes d'oreille. Mais je me souviens, quand j'allais à la piscine, les sauveteurs, c'était comme des dieux. C'était comme, waouh, c'est lui, il est sauveteur. C'est comme, moi, dans ma tête, j'ai comme, waouh, il est malade, il est incroyable. Les gars, les filles, c'est super le fun, en tout cas, de mon côté. Fait que, on veut essayer de remettre ça un peu de l'avant, faire en sorte que, pas juste régler notre problème à l'interne, mais faire en sorte que les sauveteurs au niveau du Québec, ce soit plus répandu, puis qu'on soit capable d'amener la population à se baigner plus dans nos piscines. Parce que cet été, je pense qu'à Montréal, il y a beaucoup de piscines qui ont fermé, les piscines extérieures, parce qu'il n'y a pas de sauveteurs, justement, parce qu'il n'y avait personne pour l'être. Donc, il n'y a pas beaucoup de piscines qui ont été ouvertes cet été à Montréal. Puis sinon, plus ce côté sportif, moi j'ai une compagnie qui s'appelle Nagano Skate.
On vend du stock pour le patin de vitesse longue piste, courte piste. On vend maintenant des vêtements pour le hockey. Okay. Tout ce qui est anti-coupeur. On a eu là, récemment là, un patineur, là, un hockeyeur là, qui a patiné pour le Pittsburgh. Il s'est fait couper dans le cou. Il est décédé de sa coupure. On a plusieurs trucs qui sont passés des coupeurs un peu partout. On est sorti avec un vêtement anti-coupeur, un full body. Ah ouais? Ouais, En avec, Kevlar? Ouais, en Kevlar. Mais c'est pas Kevlar, ça s'appelle du Dynema. C'est Ok. c'est 40 fois plus résistant que le Kevlar. C'est ça que nous, on utilise en patin de vitesse, dans le fond, pour notre saut, c'est vraiment comme au complet. Eux, c'est comme il y a des patchs vraiment plus ciblés, mais c'est vraiment le saut au complet qui est comme un peu tight, là, comme un saut de patin. Tu peux avoir l'option tight comme un patin ou plus loose, un peu comme un gilet d'entraînement. Puis on a aussi un protège-cou, on a les protège-poignets seulement, on a comme plein de versions. Mais on est rentré dans le monde du hockey de ce côté-là. Au même moment que cette histoire-là est arrivée, fait qu'il y a un méga gros boom dans les commandes, avec plein d'équipes de la Ligue nationale ont fait affaire avec nous autres. Wow. Voulaient des samples, voulaient commander des trucs. On en avait là, du stock, mais là, on a commandé du stock pour une armée là, pour pouvoir desservir le monde le plus possible. Nice. C'est un projet aussi que j'ai. Ça fait 8-9 ans que la compagnie est là. On a commencé assez petit, puis on commence à grossir. Fait qu'on met de l'énergie là-dedans aussi, puis c'est ça. Sinon, j'ai un autre petit projet qui est sur le side, là. C'est une application qu'on veut sortir bientôt. Ça s'appelle All Skills. J'étais avec 3 autres personnes là-dedans, un développeur plus deux amis qui sont calés là, dans les applications. Donc, on veut sortir une application qui target un peu les trick shots ou les moments forts dans une partie ou dans un sport pour relocaliser tous ces moments-là, pour les avoir un peu pêle-mêle un peu partout sur les réseaux sociaux. On veut les regrouper, puis on veut créer aussi, je ne vais pas trop en dire, mais on veut regrouper puis faire une compétition que tu es capable de monnayer tes vidéos sur notre plateforme. Donc, on est en train de travailler là-dessus. On veut que ça sorte dans la prochaine année. Donc, plusieurs projets sur la table. C'est toujours sportif. Ouais. Tu restes dans le sport. Ouais. Puis je m'entraîne aussi régulièrement là, en CrossFit. Fait que j'ai commencé ça il y a peut-être 4 mois, puis je capote. Fait que c'est tout. Oh yeah. J'espère que vous avez aimé ce podcast-là, mes chers minous. On s'en va sur Patreon parce qu'on a d'autres sujets à aborder comme la sexualité des sportifs, aussi leurs relations personnelles. Ils ont sorti les deux où ils sortent avec des athlètes de haut niveau. Fait que ça va être intéressant de leur poser des questions à ce niveau-là. Marjorie, Charles, merci beaucoup de vous avoir prêté au jeu du podcast Entre elle et lui, disponible à chaque lundi 18h. Ça fait plaisir. Merci de nous avoir accueillis. Ça fait plaisir. Bon succès à vous deux. Toi, est-ce qu'on dit bonne chance ou on souhaite bon succès? Comment qu'on... Les deux, ça marche, mais bon succès, j'aime bien. C'était pareil, moi, je prenais tout. Je prends tout, je prends merde. Let's on go. t'envoie plein d'autres. Merci. Ça s'en vient. Merci beaucoup. Party let's fucking go, mes petits minous. On se retrouve pour un prochain numéro d'Entre elle et lui la semaine prochaine. Merci à Pizza Salvatore et à Case Me de propulser notre podcast. Venez nous rejoindre sur Patreon. C'est la meilleure façon de nous encourager. On se dit à la semaine prochaine. Ciao! Oui. Tu vis ça comment? Qu'il va peut-être aller se faire défoncer à la face d'une cage? C'est excitant. C'est vrai que ça faut pas mal d'un village olympique? Ben, je te dirais que... Même où j'ai fait les Jeux olympiques jeunesse, c'est comme, je pense, c'est 18 ans et moins qui me donnaient des condoms. C'est à ce point-là, c'était comme Kiss My Ice. Il me semble que c'est tellement... Ça feel pas safe space pour moi. Là. Ça feel comme... C'est oui. Comment ça, c'est de même? J'ai aucune idée.